Salut David. Mais bonjour tout le monde, bonjour Pascal, soyez les bienvenus. Overtime, votre rendez-vous du lundi midi est parti. Et saison 2, épisode 18, j'ai un écho. Oui, En c'est ce moment normal, t'as un qui me petit peu de répète. musique. T'as un petit peu de musique dans les Voilà. oreilles, c'est normal. C'est juste pour être d'accord, je suis David Pietronigro, je vous accompagnerai aujourd'hui avec mon acolyte, bien sûr, Pascal, qui, pour rien au manque, ne manquerait à notre causerie du lundi. Ça va Pascal, passez un bon week-end? Ouais, ça va bien, toi. Je t'ai senti très dans la musique au début, c'est pour ça que je t'ai interpellé pour commencer l'émission. Salut tout le monde, salut aussi un petit peu le chat, puisqu'il y a déjà du monde dedans. Hein. Fabrice, Elodie, Morissette, Georges-Henri, Didier, Nicolas, Vladi. Bonjour à vous, bienvenue dans ce 18e. Effectivement, on sent que t'es un petit peu perdu d'avoir fait une semaine sans émission, David. Ah, on t'a perdu là, qu'est-ce qui se passe, David? Je vais donc continuer avec tout seul. Hein, je passe tout seul, David, ça te va, et puis tu reviens dès que tu peux. On a un programme chargé pour cette émission, puisque pour ce 18e épisode, on va commencer avec les nouvelles du côté de Langnau. Ensuite, on ira du côté de Fribourg pour parler de retour à la compétition des Dragons qui s'annonce cette semaine. On parlera de Bienne, de Lausanne, de Genève et d'Ajoie, bien évidemment, puisque ces clubs ont joué durant le week-end écoulé. Puis retour de notre rubrique joueurs du week-end et du programme de la semaine, puisque c'est un programme chargé qui nous attend cette semaine pour la National League. David, tu es de retour avec nous. Alors Pascal, je vais t'expliquer un truc, parce que ça, c'est les aléas du direct, puis je crois que tu es un petit coquin, que tu n'arrêtes pas de me poser des calls chaque semaine. Je crois que ça me tombe souvent dessus. En fait, j'entends tout à double. C'est-à-dire que quand j'ai fini ma phrase, 2 secondes après, je t'entends parler et tout, donc c'est très compliqué de savoir vraiment où on en est. Tu peux regarder ça, et moi, pendant ce temps, je vais peut-être Alors, accueillir notre invité du jour, notre non, écoute, collègue. David, avant qu'on accueille notre collègue, c'est très simple. Je pense que tu as le son de Facebook qui est activé. Non, écoute, tes collègues, David, hein. Alors, je vais regarder ça. On a fait notre collègue, c'est très simple. Je pense que tu as le son de Facebook qui est activé. Tu coupes ton son de retour sur Facebook. Ça devrait être bon. Ouais, Ça vous devrait... connaissez les limites informatiques de ma personne. Comme Parce ça, que oui, vous êtes j'avais bon. effectivement, j'entendais mon retour aussi au début. Bon bah, Bon, allez, on est parti. Chaque semaine, il y a son lot de petits couacs, vous le savez, mais j'espère que vous nous entendez bien. Vous avez salué, tu as salué du monde dans le chat. On doit saluer celui qui nous accompagne encore aujourd'hui, Jérôme Bochat. Salut Jérôme. Salut tout le monde. Toi, ça Jérôme, va on bien. t'entend bien Tu pour nous l'instant. entends bien, tu nous reçois bien, tu as passé Ah, un bon moi, c'est week-end. tout bon, tout bon, tout bon. Et puis Aucun effectivement, ça devait problème. être ça, David, hein, puisque j'entends plus le retour de son que tu avais. Devrait tout être bon. Vous savez, ça nous prend un petit moment, mais on vous a préparé un beau petit programme et on va commencer par lancer cet épisode par parler de l'actualité brûlante du moment, puisque les Tigres de Langnau et notamment leur président, Peter Jacob, eh bien, avaient mis en doute un petit peu, on va dire, les qualités sportives de l'équipe. Il n'était pas satisfait, il voulait voir une réaction. Réaction, il n'y a pas eu en ce début d'année puisque Langnau a perdu sèchement ses 2 premiers matchs et Peter Jacob et le conseil d'administration et le club ont mis à exécution leurs menaces puisque Jason O'Leary en a fait les frais. Il a été démis de ses fonctions avec effet immédiat. C'est Yves Sarrault qui a été nommé dès ce soir et jusqu'au terme de la saison pour le remplacer. Pascal Jérôme, votre avis? Licenciement, c'est le 2e de la saison d'un entraîneur de National League. Bah Bah écoute, écoute, moi je trouve que c'est un peu logique. Le Langnau qui reste sur 7 défaites de suite, ils sont 12e du classement. Ils ont que 10 victoires depuis le début de la saison, malgré leurs super étrangers Olofsson et Grenier qui sont dans les 4 premiers du classement des pointeurs de National League. Olofsson qui est même en tête, mais il s'est fait rejoindre. Hein. Olofsson par Chervenka et Tomerneuf, ils ont 45 points. Bah, même avec des super étrangers, ça ne fonctionne pas. Ils sont 12e du classement. Alors, est-ce que c'est vraiment la faute de O'Leary? On ne sait pas trop. On avait déjà un peu dit ça avec Genève hein, quand ils ont licencié Patémon. Est-ce que c'était la faute de Patémon ou pas? On voit qu'avec Cadieux, ben, ça se passe mieux, en tout cas en termes de jeu et en termes de points. Est-ce que ça va être la même chose avec Langnau? Après, la différence, c'est que Genève visait clairement un top 6, voire un top 10, alors que Langnau, là, ils sont avant-derniers du classement et à mon avis, toute chance d'entrer dans le top 10
est terminée. Donc, est-ce qu'il fallait vraiment changer quelqu'un? En plus, pour prendre un Yves Sarrault qui, selon les dires, pourrait être engagé seulement jusqu'à la fin de l'année et on rechangerait d'entraîneur dans les Mental pour la saison suivante. Alors, est-ce que ça vaut la peine de changer d'entraîneur pour 15 matchs qui restent à Langnau? Je ne sais pas, c'est un peu la question que je te pose, Pascal. Est-ce que ça vaut la peine de changer d'entraîneur pour 15 matchs quand tu n'as plus forcément quelque chose à jouer? Bah écoute, la problématique, je pense, c'est comme avec Genève, c'était une histoire d'entendre une autre voix dans le vestiaire pour essayer d'obtenir quelque chose sur la fin de saison. Ils sont effectivement trop loin pour les pré-playoffs, ils sont à moins de 0,9 points par match. Ça va être très compliqué de rejoindre pour l'instant Berne qui est 10e. Et contrairement à Genève, il y a une différence, c'est que Langnau a très peu de leaders qui sont à l'infirmerie en ce moment. Donc en même temps, il n'y a que le changement d'entraîneur qui peut amener quelque chose de différent. Oui, mais est-ce qu'en période de Covid, en période où il n'y a pas de relégation, en période où Langnau finalement se retrouve où Langnau doit être, est-ce que vraiment on doit faire des frais comme ça pour 15 matchs en plus. Pour 15 matchs, voilà. Ouais. Il y a 14 points de retard sur la première place pré-playoff, donc c'est. Je sais pas, ça paraît un long cheminement impossible pour Langnau. On a quand même vu que cette année, ils ont énormément compté sur leur première ligne quand elle performe. Si celle-ci maintenant est muselée et que les équipes adverses font un travail dessus, bah forcément que derrière, ça va. Je ne veux pas dire que Yves Sarrault ne pourra pas mettre sa patte sur cette équipe, c'est pas ce que je veux dire, mais est-ce que Yves Sarrault le fera mieux que Jason O'Leary? C'est clair qu'il faut entendre quelque chose de nouveau dans le vestiaire, mais à défaut, Genève a réussi à le faire assez vite pour avoir une réaction. Et réaction, il y a maintenant. Est-ce que c'est le changement d'entraîneur? Est-ce que c'est la nouvelle voix dans le vestiaire? Est-ce que c'est les joueurs, tout simplement, aussi? Il y en avait pas mal qui étaient à l'infirmerie à Genève, qui sont revenus au jeu, qui ont donné plus de caractère et de coffre à cette équipe. Alors non, j'ai l'impression qu'on ne peut pas tirer grand-chose de plus. Oui, bien sûr, on pourra signer quelques victoires, mais on ne pourra pas aller chercher les pré-playoffs. Moi, ce que je me dis, c'est est-ce que le changement avec Yves Sarrault pour Jason O'Leary, il n'est pas trop tard? Parce que Genève a changé au moment où on sentait qu'on allait peut-être louper le top 10. Et puis avant qu'on soit vraiment dans une situation catastrophique, ils ont changé d'entraîneur. Là, Langnau est déjà dans la situation catastrophique. Ils n'ont plus quasiment aucune chance d'atteindre le top 10. Donc, est-ce qu'on n'aurait pas dû, du côté de Langnau, changer d'entraîneur avant d'être dans cette situation? C'est-à-dire, je ne sais pas, mi-novembre ou début décembre. Mais là, changer maintenant, quand la situation elle est terminée, seulement pour 15 matchs, bon, tant mieux pour Yves Sarrault, hein. Il pourra faire ses preuves en National League. Il a 15 matchs pour faire quelque chose et tout, mais je ne sais pas. Au niveau timing, je ne suis pas convaincu, franchement. Pas convaincu non plus et je pense pas que c'était la bonne solution parce qu'il y a plusieurs jeunes dans l'équipe qui auraient pu profiter d'un formateur. Je dis pas que Yves est pas un bon formateur, mais Jason O'Leary est reconnu comme un très bon formateur au niveau du hockey suisse et international. Et je pense que des défenseurs comme Bastian Guggenheim ou Yannis Elsner auraient profité clairement d'une présence sans pression jusqu'à la fin de saison du même entraîneur. Oui. Mais après, voilà, c'est toujours la même chose, c'est toujours la même problématique. On est dans une ligue, même sans relégation, où les résultats sont importants parce que sans résultat, le public vient pas. Moi, je pense que le président Peter Jacob a aussi eu des pressions des sponsors, de son entourage. Bien sûr que lui-même est déçu de la situation dans laquelle retrouve son club parce qu'il aimerait voir Langnau progresser et tout. Mais Langnau, c'est pas le club le plus riche, c'est pas le club qui a le plus de moyens, c'est pas le club qui a le plus de spectateurs non plus. Donc, c'est pas le club qui peut se permettre non plus de payer 2 entraîneurs en ce moment. Donc, je pense qu'ils ont quand même, je l'espère, mûri cette décision qui a été prise. Et maintenant, ils vont mettre la pression aussi sur le nouvel arrivé. Hein. Il y a 2 matchs contre Rapperswil aujourd'hui et demain que Langnau doit déjà maîtriser. C'est ça, moi, c'est pour ça qui est encore plus problématique, c'est que Yves Sarrault, il a eu hier pour rencontrer ses joueurs, ce matin pour préparer le match, et il a une double confrontation. Peut-être qu'il a passé du temps avec eux dans le bus pour aller jusqu'à Rapperswil pour apprendre au moins leur prénom. Je dis pas qu'il les connaît pas, mais au moins mettre un visage et un nom dessus. Il les connaît pas tous, ça c'est sûr. Hein. Donc voilà, il y a Vladi qui dit bon après faut voir quels sont les joueurs qui se bougent, qui mouillent le maillot aussi, et d'autres pourquoi pas. C'est toujours les coachs qui payent. On peut être d'accord avec ça, mais après on peut pas licencier non plus, mettre de côté les 5, 6, 7, 8 joueurs que vous identifiez qui sont pas à leur meilleur rendement. Donc voilà, il y a aussi citation littéraire, je crois que c'est Ludo, hein, son nom, Ludovic, oui. qui dit pour Langnau, un coach comme Ehlers qui favorise la défense de fer serait probablement plus prolifique en termes de points. Notre avis, oui, bien sûr, on a vu que quand on a une équipe qui est quand même jeune, inexpérimentée et avec des bons étrangers, on se doit quand même d'être rigoureuse
défensivement, on va dire, en premier lieu, et de laisser le premier, voire le deuxième bloc s'exprimer, et pour le reste bétonner. Ehlers le faisait bien. Ça ne veut pas dire que c'est dans la philosophie de vie de Jason O'Leary ou dans celle de Yves Sarrault maintenant. Hein. Ça dépend du coach. Oui, Ehlers le faisait bien à l'époque, et on a toujours cette référence-là. Mais est-ce que si Ehlers venait à revenir avec l'effectif aujourd'hui de Langnau, est-ce qu'il pourrait faire la même chose? Ça, personne ne le Je suis sait. pas convaincu. Je pense qu'actuellement, Heinz Ehlers, il a quelque chose de plus important en tête que la défensive de Oui, Langnau. bien sûr, on est d'accord, Pascal. Donc, voilà. Oh, fallait le placer, celui-là. Non, mais bon, après, voilà, effectivement, la problématique de la défense, c'est qu'il n'y a plus beaucoup de vétérans en défense. Ernie, oui, fait aussi partie des vétérans avec Leger, Schilt et Blazer. Mais autrement, il y a des jeunes joueurs et je pense Bon, il y a que... Anthony Huguenin, hein, quand même. Oui, Il y a- Anthony il y a- Huguenin qui est revenu. Mais Huguenin, je l'ai vu pour son premier match après le protocole Covid, il n'était pas encore à 100%, il n'avait pas encore repris les choses. Mais c'est vrai que ce que tu disais, David, tout à l'heure, c'est que pour jouer contre Langnau, la tactique elle est assez simple, c'est qu'il faut museler les duos Pessonen, Olofsson et Olofsson-Grenier, puisqu'il les sépare de temps en temps. Enfin, il les séparait de temps en temps, O'Leary. Et c'est assez facile, en fait. Regardez, Huguenin revient, on va lui laisser le temps de retrouver le rythme. Blazer va manquer 4 matchs suspendus pour sa vilaine charge lors du match contre Davos. Et après, ça vous donne comme défenseur top 4, ça donne Samuel Erny, Yannis Elzener, Larry Leger, voire Tim Gross-Niklaus. Je veux dire, c'est quand même très léger pour une équipe qui doit régater en National League. Hein. C'est léger pour la National League, mais pas sur la balance, hein, parce que Gross-Niklaus, Schilt, Blazer et les gars, c'est pas des petits formats. C'est ça, on est d'accord. Voilà, bon, ça c'était pour la part d'actualité totalement brûlante, vu qu'on a appris la nouvelle hier et qu'on se devait, pour être parfaitement complet dans notre overtime, d'en parler. Et puis faire un petit clin d'œil, bien évidemment, à Yves Sarrault, qu'on salue et qu'on souhaite bien évidemment bonne chance pour les 15 matchs qu'il va disputer avec Langnau, puis qu'on se réjouit de retrouver, puisque ce sera l'occasion d'avoir un entraîneur de plus en interview avant les matchs ou après les matchs éventuellement. Je dis pas une bêtise, messieurs. Je vous entends rigoler à ça. Non. Toujours un plaisir de l'avoir aussi. Hein. C'est comme Serge Pelletier, on attend le retour de Serge maintenant. Et puis on va terminer avec Sébastien qui nous dit changer de coach pour le peu de matchs qu'il reste alors qu'ils sont quasiment éliminés, ça leur fait perdre de l'argent pour pas grand chose. Je crois que c'est à peu près, ça résume ce qu'on a à peu près dit. Merci Sébastien pour ton commentaire. N'oubliez pas évidemment que vous pouvez nous écrire à tout moment pour nous poser des questions ou pour réagir à ce qu'on dit. Messieurs, on va s'intéresser maintenant au club roman, je pense, avec le premier du classement. Fribourg qui va retrouver la compétition, qui a retrouvé la glace ce matin pour un entraînement quasiment avec tout le monde, à part Connor Hughes qui est donc prêté à Genève. Le dernier match des Dragons remonte au 2 janvier à Zurich avec cette défaite dans le temps réglementaire face au Lyon. Un gros programme les attend cette semaine. 4 matchs, Berne demain, à Genève mercredi, à Berne vendredi et Rapperswil samedi. Dans quelle forme seront les Dragons? Question piège, Jérôme. Merci pour cette belle question, Pascal. Ouais, j'aurai la chance d'être à Fribourg demain pour le derby des Zeringen et c'est vraiment le gros point d'interrogation. Comment Fribourg va être face à Berne? On a vu des équipes qui sortaient de quarantaine qui étaient en pleine forme. On a vu d'autres équipes où il a fallu un tiers et demi pour se mettre dedans. Après, la bonne nouvelle pour Fribourg, c'est que durant la quarantaine, Fribourg n'a pas perdu sa première place au classement. Par contre, ça s'est bien resserré parce que maintenant, il y a plus de 3 points d'écart entre Fribourg premier et Zurich qui est cinquième. Donc, il y a peut-être un petit peu de pression là sur Fribourg, mais pour Fribourg, ça va être difficile, c'est qu'ils reviennent à la compétition avec 16 jours sans avoir fait de match, et puis surtout avec une semaine à 4 matchs. Alors, il faudra être en forme dès demain, dès le début de match contre Berne, même si ce n'est pas un grand Berne, hein, s'étend puisqu'ils ont une série de défaites, mais il faudra surtout pouvoir récupérer parce que les matchs là vont s'enchaîner avec 4 rencontres en une semaine. Hein. Moi, je suis assez d'accord avec toi. On a vu que toutes les équipes qui ont repris en 2022 ont eu besoin, certaines d'un tiers, un tiers et demi, comme tu dis, certaines sont toujours en train de chercher leur rythme. Hein. Soyons d'accord avec ça. Il y a certaines équipes qui n'ont pas encore vraiment passé à la nouvelle année avec le meilleur des moyens. Pour Fribourg, ça sera la même chose. Je crois qu'il ne faut pas s'attendre à
feu d'artifice sur la glace. Ça peut l'être demain, c'est pas ce que Ça je peut vais dire, l'être, hein. Mais ça peut être aussi difficile avec des jambes lourdes, un rythme, des automatismes à retrouver. Je dis pas qu'on oublie le hockey, c'est un petit peu comme le vélo, on remonte dessus et ça fonctionne, mais on tombe face à un adversaire qui est aussi, on va dire, dans une forme un peu chancelante et c'est un derby des Zeringen. Il y aura certainement du monde à la patinoire. C'est peut-être pas le meilleur moyen de recommencer. Bien sûr, on a tous envie de jouer peut-être Langnau ou Ajoie pour un match de reprise, mais c'est pas le cas. Il y a ce gros programme et bien sûr qu'il y a eu des joueurs qui ont été touchés aussi qui seront peut-être pas à leur meilleure forme, hein. C'est ce qu'on parlait du Gnain avant. Il y a bien sûr le reste du groupe qui a été mis en quarantaine quelques jours, qui a pu continuer de garder la glace. Mais pour le reste, c'est un petit peu la connue. Alors oui, on peut s'entraîner. Oui, il faut, et je crois que c'est le règlement qui dit ça, 5 jours entre la fin de la quarantaine et le premier match joué pour laisser à l'équipe le temps de retrouver la glace, le rythme et tout ça. Donc Fribourg va pouvoir aligner ses matchs cette semaine. Et ça, c'est aussi les aléas. C'est quand vous avez été en quarantaine quasiment 2 semaines, le programme au retour, il est chargé. Voilà, puis tu parlais du vélo, c'est généralement ce qu'ils font les joueurs quand ils sont enfermés chez eux, hein. Ils font du vélo si le club a eu le temps de livrer du matériel, des haltères. C'est vrai que c'est pas la même explosivité que si tu es sur la glace à patiner. Mais l'information qui est importante, c'est celle de Pierre Chouvet ce matin de La Liberté sur Twitter qui dit qu'il y a quasiment tout le monde qui est là. Il y a juste Camerzin qui a un maillot rouge, donc je crois que c'est le maillot sans contact à Fribourg, qui est donc il n'y a pas de chance Camerzin cette saison, hein. Ouais, il les cumule là. Il les cumule. Après, on a quand même vu certaines équipes qui sortaient de quarantaine le couteau entre les dents, en tout cas sur les 20 premières minutes, et que ça suffisait pour réussir le retour. Tu le disais aussi, David, et Christine, qui est une supportrice du CP Berne, dit oui, l'ours est lent. Effectivement, c'est un peu la période d'hibernation du côté de la Post-Finance Arena. Quand je disais qu'il y a des équipes qui n'étaient pas encore revenues totalement à leur niveau, Berne le cherche peut-être depuis septembre, hein. Je sais que des fois, quand on critique un petit peu les clubs de cœur des gens qui nous suivent dans le chat là, et tout, ils apprécient pas, mais on essaye toujours d'être franchement le plus véridique possible dans nos propos. Et Berne, je suis désolé, c'est quand même décevant. C'est quand même une équipe qui sait gagner des titres et tout. Et puis que depuis 3 ans maintenant, c'est plus la même équipe. On voit qu'ils la construisent très bien, hein. Pour les saisons prochaines, ça pourrait rebondir. Mais même cette année, il y a quand même de la qualité pour faire mieux que ce que fait Berne depuis maintenant plus de 30 matchs. Bon, on sait que le classement, c'est le nombre de points par match. Mais si on prend le nombre de points, Berne est 10e et n'a que 3 points d'avance sur Ambry. Alors certes, avec 2 matchs de moins que les Levantins, mais on dit toujours, hein, les matchs en retard, il faut les gagner. Et là, Berne est quand même dans une situation où il est à la lutte pour la 10e place avec Ambry. Donc, est-ce qu'Ambry va réussir à passer devant? En tout cas, du côté des Bernois, il faut faire des points. Alors évidemment, demain, c'est un derby des Zeringen, ils seront motivés. Et il y a peut-être un bon coup à jouer pour les Ours demain. Derby des Zeringen, arrêter la suite de défaites contre Fribourg qui revient à la compétition. J'ai envie de dire, il y a un bon coup à jouer là. Moi, je reviens quelques minutes en arrière, Jérôme, où je ne suis pas d'accord avec toi. Tu dis que Fribourg, maintenant, a vu Zug Rapperswil revenir sur lui au classement et que ça va lui mettre de la pression. Moi, je ne suis pas d'accord parce que Fribourg n'a jamais clamé haut et fort qu'il voulait terminer premier. Fribourg veut aller le plus loin possible en play-off. Tu veux enfin montrer qu'il arrivera à passer des tours et tout ça. Et qu'il termine premier ou troisième, la saison, elle sera de toute façon grandement réussie. Oui, déjà, ça, je suis comme d'accord. l'année dernière. Donc ça, c'est bien sûr un jeu à l'interne. Et puis après, on a le côté sportif et professionnel qu'on veut, bien sûr, terminer le plus haut possible. Mais je ne suis pas sûr que ce soit une obsession du club d'absolument terminer premier. Si on y arrive, c'est bien. On a tous les matchs, si on va jusqu'en finale, où on commence la série à domicile. Donc voilà. Mais il y a la question de Gaëtan. J'avais discuté avec Dave Souter et puis il m'avait dit alors, ce n'est pas une obsession d'être premier, mais maintenant qu'on est premier du classement, on a envie d'y rester. C'est ce que je dis. Évidemment, parce qu'il m'avait dit quand on est premier, on ne peut pas aller plus haut. Donc maintenant, notre but, c'est de ne pas se faire revenir dessus. C'est clair, mais je pense que les joueurs, ils ont envie de finir premier, quoi. Évidemment. Si tu finis troisième, c'est pas un drama non plus, tu vois. Non, un drame non, mais on a envie de rester premier. Voilà. Il y a la question de Gaëtan, Pascal, qui est intéressante. On peut en parler un petit coup. Certains les mettent comme favoris au titre, hein, donc on parle de Fribourg. Sur quel aspect Fribourg peut s'améliorer en vue des séries? On a l'impression que l'équipe est déjà au taquet et que la marge de progression n'est pas énorme. Les top joueurs seront voire plus au top, mais est-ce que ça suffira? Au top, mais est-ce que ça suffira? Voilà. C'est une bonne question, Gaëtan. Merci. C'est un spécialiste des bonnes questions. C'est déjà lui qui avait posé une question. Jérôme, c'est ton tour, Pascal. Écoute, oui, effectivement, les joueurs au top sont presque tous au top, hein. Il y a
il me semble qu'Ilian Motet, ça fait un petit moment qu'il a plus été aussi dominateur qu'il l'a été au début de saison et la saison passée, donc ça c'est un point qui peut s'améliorer. Reto Berra, je pense qu'il a un mode playoff quand même qui est caché quelque part et qu'il est capable de l'activer, mais à condition bien évidemment que la défense tienne la route. L'avantage de la défense cette saison, c'est que Rafael Diaz a l'expérience de la victoire désormais, et de la victoire en titre. Il savait gagner des séries, ça c'est pas un souci. Et puis c'était quoi le reste de la question, parce que maintenant je l'ai l'impression que l'équipe est déjà au tac. Peut s'améliorer, c'est ça, c'est que moi le dernier aspect en playoff, reste toujours le jeu physique, et pour ça je pense que le fait d'avoir gardé Daniel Brodin plutôt que Victor Stolberg peut être un avantage si Daniel Brodin reste en santé, parce que c'est un joueur qui sait jouer à la fois physique et qui sait aussi aller marquer des buts. Et puis moi, je trouve que Fribourg fait tellement dans la continuité, même dans la progression, depuis 2 ans, depuis même l'arrivée de Dubé, qui a eu cette progression de l'équipe, que on a une constante assez énorme et on a des plus beaux jeux de la Ligue, autant offensifs que défensifs. Parce que oui, derrière, ça encaisse un petit peu plus de buts. En fin d'année, il y avait des fois 3 à 4 buts, alors que Fribourg était quand même plutôt sur 1 ou 2 buts concédés, on va dire, sur les matchs quand il les gagnait assez nettement et tout. Donc là, on peut encore travailler peut-être. Mais moi, ce qui m'intéresse à voir, c'est que est-ce qu'on peut faire une Zoug de l'année dernière? Alors, Zoug a été ultra dominateur et avait fait la même chose en play-off. Est-ce que Fribourg, qui trouve vraiment son rythme cette saison, peut après aligner les tours en play-off et aller jusqu'au bout? La question, personne ne pourra y répondre. Soyons clairs. Nous, on peut faire des spéculations, on peut avancer des arguments, mais c'est le premier tour des playoffs peut-être qui va conditionner la suite de la saison de Fribourg-Gotteron. Ça dépend aussi de l'adversaire. C'est ce que j'allais dire. Il y a beaucoup de choses. Et puis les absents. On sait qu'ils n'ont pas un banc hyper profond à Fribourg, donc tu te retrouves tout d'un coup avec 2-3 blessés. Ça peut jouer un rôle. Après, moi, ce que j'ai vu de Fribourg sur cette saison régulière, je trouve que parfois, ils jouent déjà comme en playoff. Il y a une grosse intensité, il y a une grosse rigueur défensive aussi. Et je pense que le niveau de Fribourg, là, en saison régulière, il est déjà proche de son niveau en play-off. Donc, les joueurs sont déjà adaptés à ce rythme-là. Parce qu'on voit souvent des équipes qui, en saison régulière, jouent un peu à 85-90%. Puis tout d'un coup, en play-off, on se dit « Waouh, en une semaine, ils ont changé de rythme ». Et là, Fribourg, j'ai l'impression qu'ils sont presque déjà, depuis septembre, dans ce mode play-off, comme si Dubé voulait déjà les habituer à ce rythme-là. Ouais, et puis il y a eu tellement ce travail sur l'aspect défensif qui a changé par rapport à la saison dernière que vraiment Fribourg joue bien et pourrait continuer de jouer très très bien longtemps, parce que non plus on ne surutilise pas certains joueurs. Oui, il y a Gunderson qui au passage n'ira pas aux Jeux Olympiques apparemment, Pascal, parce qu'on a communiqué une équipe très jeune des États-Unis. Les États-Unis n'ont pas encore communiqué en fait la formation, ils ont juste dit qu'ils iraient avec des jeunes joueurs, et Ryan Gunderson a confirmé à Pierre Chouet de la Liberté une nouvelle fois. Salutations à lui s'il écoute en rediffusion, parce qu'il est actuellement encore à la BCF Arena, je pense, pour quelques interviews. Mais je veux dire, il y a peu de profondeur. C'est peut-être le point négatif qu'on peut dire à Fribourg, mais il n'y a pas de surutilisation des joueurs. Il y a Diaz qui a été blessé, qui devrait revenir au jeu, qui sera aussi un petit peu plus frais, forcément. Donc, par rapport aux autres années, on apprend. Maintenant, est-ce que ça va permettre aux fans de Fribourg, qui sont toujours très, on va dire, comment dire, très rapide à s'enflammer, mais très critiques ensuite et créatif de se dire on a gagné 3 matchs de play-off sur les X dernières années, donc on n'est pas encore sorti de l'auberge, mais toutes les raisons portent à croire que Fribourg peut aller loin, aller au bout. On attend encore. Et ça, c'est trop vite. Voilà. Pour revenir sur ce que tu disais, David, le premier tour des playoffs, effectivement, sera important. On l'a vu l'année passée avec le premier tour contre Genève, et Didier, qui est supporter de Genève, le rappelait aussi dans le chat, que l'année passée, le premier tour des playoffs a été un facteur à partir du moment où Genève est entré dans le jeu physique. Je dirais qu'il y a encore un des facteurs qu'il va falloir regarder, c'est qu'on garde du côté de Fribourg le Di Domenico actuel, celui qui marque des buts, qui fait des points, qui est beau à voir jouer, pas le Di Domenico frustré comme il peut l'être parfois et qui va coûter à son équipe. Et ça, ce sera peut-être l'aspect le plus important en playoff, parce que c'est un joueur qui va être ciblé par l'adversaire. Et puis après, il y a Frédéric qui nous dit « Il est vrai que Fribourg a un gros programme pour janvier, mais en février, pause olympique. N'auront-ils pas le temps de se reposer et de revenir en mars en pleine forme ?» Ça dépendra de qui, dans l'effectif fribourgeois, ira à Pékin
ou non. C'est ça. Voilà. Et puis de voir comment on gère cette pause. C'est pas normal, on va dire quasiment un mois de pause aussi. Il y a beaucoup d'équipes qui vont pouvoir avoir des joueurs qui sont aux Jeux Olympiques, mais beaucoup d'équipes qui ne seront pas concernées aussi. Mais comment on soigne les bobos et on relance l'organisme après? On va donner quelques jours de vacances aux joueurs qui ne seront pas convoqués. Ils reviennent et tout. C'est une année spéciale. C'est une année spéciale. Donc oui, bien sûr, être premier, deuxième de la saison régulière, ça sera un avantage. Mais les cartes pourraient être redistribuées aussi. Regardez, Zurich pourrait être une équipe extrêmement concernée par les Jeux Olympiques avec beaucoup de joueurs qui peuvent partir. Et c'est une équipe qui est en train de monter en puissance. Est-ce qu'elle ne sera pas coupée dans son élan aussi? Il y a beaucoup d'interrogations en ce moment. Moi, j'ai une petite question à vous poser. Est-ce que pendant ces 3 semaines de pause olympique, les clubs ont la possibilité de faire des matchs amicaux En théorie, oui. entre eux pour garder la forme pour ceux qui ne sont pas En envoyés à théorie, Pékin? oui. Est-ce que. Je Après, crois est-ce qu'il qu'ils y a vont le encore- faire ou pas? Ça dépend de la Il n'y a pandémie. encore pas comment elle se grand-chose qui a développe, été mais- annulé, mais je crois Non, mais- que certaines équipes ont déjà, de ce que j'ai entendu les dernières fois que j'étais en patinoire, émis le souhait justement de pouvoir s'affronter ou même jouer contre d'autres équipes d'autres pays si la situation sanitaire le permet, bien sûr, parce qu'on ne va pas faire de bêtises non plus en mois de ça, c'est février clair. pour faire des bêtises, hein, soyons d'accord. Donc, Ça, c'est clair. donc Bah, voilà. Mais c'est on a vu intéressant entre dans Noël le- et Nouvel An avec Langnau qui est allé affronter Arosa. Hein. Tu dis ça, tu dis rien. Voilà. Mais dans le chat, c'est Copyright intéressant. SR. Quand on développe un thème, réagissez aussi. Il y a Fribourg qui dit favori au titre, c'est une blague pour Didier. Bon, les jeunes voix, forcément. Sébastien Staub qui nous dit Fribourg n'aime pas le jeu physique. Vladi qui dit je mets ma main à couper. Attention, Vladi, que Fribourg, ça ne sera pas pour cette saison. Donc voilà, on aime bien ces réactions. On vous lit en tout temps. C'est la force de notre podcast, c'est qu'il est en direct. Vous pouvez vous poser vos questions et on réagit. On est toujours amusé et on essaye de prendre le maximum de questions pour y répondre. Donc voilà pour Fribourg qui ne joue pas, mais qui avait quand même de l'actualité et de quoi en discuter, Jérôme, non? Je pensais que Bah oui, et passer à puis la pour juste rajouter un petit truc sur Fribourg, on ne peut pas dire que le premier de la saison régulière n'est pas un favori au titre. Je veux dire, si tu remportes le championnat, forcément que tu es un favori pour les playoffs. Bah, je crois qu'on a fait le tour pour Fribourg, et puis on va partir à quelques kilomètres de là, à Bienne. Avec Bienne qui a gagné ses 2 matchs de la semaine contre Berne, un match complètement fou, 8-7 aux prolongations, où Bienne a été mené tout le long. Et puis ce match hier contre Lugano, où Bienne a aussi renversé la vapeur pour prendre les 3 points. On voit un HC Bienne qui a montré du caractère sur les 2 matchs, parce qu'à Berne, contre Berne, ils sont aussi menés 3-0 à un moment donné. Ce n'est pas donné à tout le monde non plus de renverser un match comme ça. Et puis, ce qui a peut-être fait la différence aussi sur ces 2 matchs, c'est qu'on a l'impression que les hommes de Tormanen ont retrouvé leur power play. Oui, c'est pas faux, parce que le powerplay les a quand même bien aidés lors des 2 derniers matchs. C'était pas ça avant. Hein. Je crois que c'est Régis, notre collègue Jérôme, qui nous avait donné le chiffre que sur les 6 derniers matchs de l'année 2021, c'était 5,3% lors des 6 derniers matchs. Donc, c'était pas terrible C'était pour un Bienne. but sur 19 powerplay. Ouais, exactement. C'était avant le match contre Berne. Donc il y avait quand même eu le match contre Ombrie entre deux. Dans le match 8-7, forcément que vous avez des possibilités, mais c'est quand même du 3 sur 4, 3 buts sur 4 chances en powerplay pour Bienne, et 2 sur 5 contre Lugano, mais les 2 buts qui vous permettent, comme de magie, de tourner le match dans la dernière période et d'aller signer un succès, ma foi, compliqué, parce que les 20 premières minutes, et c'est Noah Delément qui nous le disait à l'interview, Bienne a été dominé et absent, mais que la réaction a été intéressante sur les 40 dernières minutes, et que voilà, il y a des Yakovenko, il y a des Rayala, il y a des joueurs qui peuvent saisir ces occasions alors qu'on est en jeu de puissance pour marquer. Et si on cumule, c'est Jérôme, je crois que c'est toi qui as calculé, sur les 2 derniers matchs, c'est 55% d'efficacité. Donc, on passe de 5% sur 6. Donc là, on est un peu en sur-régime au niveau du powerplay, mais finalement, Bienne le provoque. Les provoque ses fautes et Bienne les transforme aussi. Donc, Bienne peut comptabiliser dessus. Et c'est ce qui lui a permis d'être en vie aussi contre Berne et ce qui lui a permis d'aller chercher 3 points contre Lugano. Il me semble, alors après vous me corrigez, parce que j'ai pas regardé l'intégralité des matchs de Bienne du week-end, mais il me semble avoir vu Tormanen jouer avec ses 2 défenseurs étrangers, enfin avec 2 défenseurs sur chaque unité spéciale. Un peu comme Cadieux le fait avec Tom Ernest et Vatanen, et puis le Coultry Carrère sur la 2e unité. Ça, c'est un choix tactique aussi qui peut être intéressant, parce que ça
amène la possibilité de descendre un défenseur sur chaque aile quand le puck est de l'autre côté, donc ça décale légèrement la boîte adverse, et c'est peut-être ce qui peut aussi ouvrir, comme ça a été le cas sur le but de la victoire. Bon, c'était un 5 contre 3, mais la présence d'un Gaëtan Haas au milieu de la boîte et pour pouvoir marquer sur un rebond ou un tir direct depuis l'enclave. Ouais, mais voilà, mais après, Bienne, je sais pas, il y a quelque chose. On dit de Fribourg hein, qui retourne beaucoup de matchs aussi, mais cette année, Bienne, c'est un nombre incalculable aussi de cette force de caractère qu'ils arrivent à trouver cette énergie, même quand ils sont à côté pendant 40 minutes, de se dire, bah, ça, ce match, celui-là, Bienne, ils ne le gagnent pas, et tac, bam, contre Berne. Enfin, parlons 2 secondes. Oui, le match était mercredi, je sais qu'on vient en principe sur les matchs du week-end, mais revenons sur ce match. Je sais pas, on n'en a pas souvent en Suisse, les gars, des matchs comme ça, où il y a 8-7 à la fin. C'est plutôt des matchs quand on voit en NHL, quand vous voyez le résumé, et puis vous dites, tiens, il y a les Oilers avec leur duo magique qui a gagné 9-5 sous cette nuit. Mais en Suisse, vous êtes d'accord, on n'en voit quand même pas beaucoup des 8-7 où Bienne n'a jamais mené. Bienne n'a jamais mené en plus. Et Bienne l'emporte. Et puis chaque fois que Bienne revenait à un but, c'est Berne qui marquait, puis ça repartait avec 2 longueurs d'écart. Non, j'ai jamais vu un match comme ça. Alors le match, je ne l'ai pas vu parce que j'étais en train de commenter en même temps, c'était Lugano-Zurich, je crois, mais je voyais défiler le score. Puis je me disais, quoi, mais c'est pas possible qu'il y ait autant de buts. Mais Stéphane l'a co-commenté, hein, Stéphane Rochette, et il a dit c'était un hockey d'un autre monde. Donc voilà, ça veut tout résumer, mais il y a des soirs comme ça, porte ouverte. Voilà. Et puis il y a des joueurs qui sont peut-être pas en confiance, comme nous le dit Sébastien, comme un Gaëtan Haas, qui joue peut-être pas le jeu que l'on avait connu de lui avant qu'il parte en Amérique du Nord. Il est bon passeur, mais il doit encore soigner ses buts et peut-être son impact vraiment sur la cage adverse. Il y a Jere Salinen qui fait un retour intéressant, mais qui a manqué beaucoup. Il y a cette ligne dans le match moi, je focalise sur cette rencontre contre Berne, mais la ligne zurichoise, Artonais, Künzle, Brunner, Kunti, dans le match contre Berne, elle est stratosphérique. 4 assists pour Kunti, je crois 2 buts, 2 assists pour Brunner, 2 buts pour Künzle. Enfin, il y a énormément de bonnes choses à Bienne et encore des marges de progression, peut-être, parce que cette équipe, des fois, encore un petit peu inconstante. Tu peux rajouter Hofer sur ce match-là aussi. Il a 2 buts. Sur les 8, c'est quand même pas mal. Hein. Künzle, Hofer, Doulet, c'est la moitié des buts avec 2 joueurs. C'était, comme le dit Christine, un match de fou. Et c'est toujours Christine, la supportrice du CP Berne, qui le dit. Bon, après, je suis pas sûr que contre une équipe en confiance, Bienne gagnait ce match-là. Peut-être. Parce que quand tu prends toujours 2 buts de retard, tu accuses le coup au bout d'un moment. Et puis, bon, c'était un peu porte ouverte, on va dire. C'était un peu les soldes, je crois, qui avaient commencé avant l'heure et tout. Mais c'est possible, ça, c'est possible. Mais moi j'ai beaucoup ou alors, il y avait un Jakov pari entre Manzato et Pope de savoir lequel serait le premier sur la glace au cours du match. Ouais, pas impossible. Mais moi, les joueurs que j'ai beaucoup aimés dans ces premiers matchs de l'année 2022 pour Bienne, Yakovenko, vraiment, ça, c'est la super trouvaille de Martin Steinegger. Il est mobile, il est offensif, il est solide défensivement. Il n'a pas coûté cher, il a renégocié, il a eu son augmentation de salaire. Steinegger le disait dans un autre podcast de la Stammtisch. Bien sûr que j'ai beaucoup aimé Mike Künzle. C'est le réveil, enfin, parce qu'on a l'impression que c'était le seul dans la ligne des Zurichois qui n'arrivait pas à marquer ses points. Et là, depuis les derniers matchs, il est lancé 5 matchs, 7 buts, dont 3 triplés. Excusez, Künzle, là, en ce moment, il est au niveau de Rayala, au niveau des buts et de la confiance. Hein. 3 triplés, David, t'es sûr? Parce que 7 buts, 3 triplés... 3 doublés. Ouais, je suis trop généré avec Mike. Voilà, j'ai dit que j'y faisais de la pub et tout. On s'écrit souvent. Tu touches combien sur son salaire? C'est toi son agent, c'est ça? Non, pas encore. Mais c'est pas lui qui fait le calcul pour l'argent. ça jouerait pas à niveau compta. Mike, il te faut rester à Bienne, tu peux signer 3 fois plus. Attends, je refais mes calculs. Ah non, pardon. Alors, il y a Berne qui te proposait 1 million, il y a Bienne qui te propose 300 000, mais c'est 3 fois plus. Ouais, c'est ça. Non, mais voilà. Il y a bien sûr que dans une saison, il y a des joueurs qui sont bons et des joueurs qui sont moins bons par période et tout. Et puis que Bienne a eu aussi compté sur des renforts venus notamment de Swiss League pour se renforcer. Vladi aime bien toujours nous le rappeler. Lui, le supporter chaud de Fognier, avec des Carbis, des... Tretnes hier, par exemple. Tretnes et tout. Et bien sûr que pour répondre à Rodrigo, Bienne sans Rayala, c'est pas le même Bienne.
Rayala, tout simplement, il est revenu à ce qu'il faisait avant. Il y a juste eu la saison dernière où il est parti en dépression apparemment parce qu'il n'y avait personne dans les tribunes et puis que c'était une année plus compliquée à vivre. Lui, il se nourrit de ça. C'est pas le Finlandais typique. Hein. Il avait aussi répondu à Blick pour dire que il était différent et tout. Donc Rayala cette année, c'est vrai qu'il apporte beaucoup à cette équipe de Bienne. Il y a Sacha qui dit n'importe quoi par rapport à Rayala ce que Bienne sans Rayala c'est pas le même Bienne. Il y a du monde qui marque derrière, Brunner, Ugly, Kunsley, il y a du monde derrière qui a marqué. C'est ce qui fait la force de Bienne aussi, c'est que ça peut frapper des 3 voire des 4 lignes. Hein. Ouais, c'est ce qui me frappe aussi. À l'interview, il me disait que Rayala, ce qui est assez fou avec lui, c'est que dès qu'il tire, il peut marquer depuis n'importe où. Son tir est tellement puissant. On l'a vu contre Ambry, par exemple, 8 secondes dans le 3e tiers, engagement. Il passe la bleue, il tire, il a surpris le gardien et c'est goal. Il n'y a pas tout le monde qui peut dire je peux marquer sur n'importe quel tir. Lui, son tir est tellement violent qu'il peut tromper un gardien quasiment depuis n'importe où sur la glace. Après, l'autre facteur aussi, on en parlait on évoquait pour Genève, c'est l'infirmerie qui se vide. Il n'y a quasiment plus personne dans l'infirmerie à Bienne. Et ça, c'est aussi une bonne nouvelle pour les Ceylandais. Ça amène la concurrence, si on veut voir le verre de moitié vide finalement, mais ça peut être de la saine concurrence et ça peut apporter un plus, bien sûr, aux entraînements et en match, tout ça. C'est clair, c'est clair. Prochain match pour Bienne, Zug mardi, contre Zurich vendredi, à Genève samedi. C'est une belle semaine. Hein. Belle semaine, hein. C'est bien être fixé sur le rendement de Bienne en ce moment. C'est un très bon test pour Bienne d'avoir ces équipes-là et un Zurich qui a perdu hier sur le plus petit des scores en prolongation, donc mettant fin à une série de 7 victoires consécutives. Alors, ça fait 8 matchs avec des points, donc c'est pas trop mal non plus. Zug est pas trop mal en ce moment non plus. Je crois que Genève c'est pas trop mal non plus en ce moment, donc ça va être un bon test pour les Biennois pour voir si effectivement ces 3 matchs gagnés depuis la reprise sont un feu de paille ou si c'est le début d'une série. Là, vous nous suivrez dès ce soir pour le premier match, mais c'est Langnau-Rapide, et dès demain pour la rencontre de Bienne pour les supporters qui veulent voir tout ça. Nous, on va aller une première fois en direction du Lac Léman. Avec cette question, Lausanne a-t-il enfin trouvé son jeu, son rythme après 4 premiers mois compliqués? La question se pose naturellement car les Vaudois ont terminé 2021 en tirant la langue. 3 défaites, se sont retrouvés en quarantaine. Pas tous les joueurs concernés. On a beaucoup pu travailler durant les fêtes et en ce début de nouvelle année pour soigner les détails et essayer de trouver une cohésion. Et la récompense arrive dans ce début d'année avec 3 victoires. La première fois que Lausanne signe une série autant langue positive. Alors, je vous repose la question, messieurs, est-ce que Lausanne a trouvé son rythme et son jeu? Est-ce qu'on voit le vrai Lausanne, Jérôme? Écoute, moi, j'ai commenté le match Lausanne-Berne vendredi. J'ai trouvé des Lausannois solides. J'ai trouvé que Lausanne a fait un match quasi plein sur les 60 minutes. Il n'y a pas eu comme en fin d'année 2021, c'est tout d'un coup 4-5 minutes où ça joue super bien, puis après 4-5 minutes où ça joue moins bien. Alors oui, ça n'a pas été le match parfait. Il y a encore eu des problèmes de transition, mais j'ai beaucoup aimé l'intensité qu'a mis Lausanne, surtout en début de match. Ils sont allés chercher Berne très très haut. Ils ont vraiment voulu dire, voilà, on est devant au classement, on joue à la maison contre Berne, c'est nous qui allons faire le jeu, c'est nous qui allons donner le rythme. J'ai beaucoup aimé la ligne Sekac-Fuchs-Paré, qui a quasiment chaque fois été dominatrice dans le camp adverse. D'ailleurs, il y a un superbe but de Paré sur un service de Fuchs. Ils sont en train vraiment de se trouver dans la ligne. Paré n'a joué que 4 matchs jusqu'à maintenant, donc il doit encore prendre ses marques, mais je trouve que ça tourne déjà bien. Et puis franchement, là, j'ai vu un bon Lausanne. Alors j'espère pour eux que maintenant la mayonnaise a pris, comme on dit, et puis qu'ils seront sur un bon trend, et puis qu'ils ne vont pas retomber de nouveau dans leur schéma victoire-défaite, victoire-défaite, victoire-défaite. Mais en tout cas, sur ce que j'ai vu la semaine passée, Lausanne m'a bien plu, franchement. Écoute, je vais reprendre les mots de Tim Beson, que c'était soit dans 24 heures, soit à notre micro après le derby contre Genève, on a pu se dire les choses en face durant cette pause. Donc je pense qu'il y a eu pas mal de meetings via les outils de vidéoconférence où les joueurs ont pu mettre à plat aussi certaines choses qu'ils avaient sur le cœur et quelques dissensions qu'il pouvait y avoir dans le vestiaire, puisque apparemment c'était pas tout rose non plus pour qu'on ait ce genre de propos qui sortent de la part d'un joueur.
comme toi, il y a 10 jours, j'ai bien aimé ce que j'ai vu de Lausanne lors du derby contre Genève. Il y avait du rythme, il y avait de l'intensité, il y avait peu d'erreurs. Et comme tu dis, pas ces phases de jeu où tout d'un coup, il y a 3-4 minutes où Lausanne n'est plus là, mais au contraire, ils ont essayé d'aller toujours de l'avant, d'essayer de trouver des lignes de passe qui sont pas trop risquées non plus, parce que ça, c'est peut-être aussi la problématique qu'il y avait avant les fêtes, c'est que Lausanne prenait beaucoup de risques en zone offensive, et puis au final, c'est des risques inutiles qui ont coûté des points, surtout quand on est une équipe qui est pas en confiance et qui se trouve en bas du classement. Je pense qu'ils se sont dit, bon, pour sortir du marasme dans lequel on était et quitter les places 9 et 10, il faut jouer en équipe, donc jouer simple, revenir à du jeu basique. Et peut-être que là, il y a eu prise de conscience durant les fêtes pour pas avoir ça. Ce que j'ai beaucoup aimé, c'est le caractère de l'équipe qu'on avait on avait de la peine à voir peut-être lors des premiers mois de ce championnat. Ils n'ont jamais gagné, on va dire, en écrasant leur adversaire pour l'instant. Ce n'est pas ce qu'on leur demande. Mais chaque fois qu'ils ont fait la course devant, chaque fois qu'ils étaient en position peut-être d'être rejoints comme contre Ambry, qui marque le 2-1 et tout, ils vont marquer le 3-1. Ils ont cette capacité à réagir assez rapidement dans des matchs, comme le dit Sébastien Staub, je suis entièrement d'accord avec son commentaire, qui à l'époque aurait échappé à Lausanne, qu'ils auraient perdu ce genre de match, en disant oui, on gagne 2-0, tout va bien, et tout d'un coup, comme tu l'expliquais aussi Jérôme avant, il y a ce blackout, et tout d'un coup, on perd les moyens et on perd le match. Donc là, vraiment, il y a du mieux dans ce sens-là. On a, et c'est aussi Guillaume Maillard qui le disait à notre micro hier, on a vraiment profité de cette longue pause pour travailler, pour discuter, pour travailler. Et on est enfin, c'est le mot qu'il utilise, récompensé de nos efforts. C'est-à-dire que Lausanne est enfin content de ce qu'il produit, du rendement, des 9 points engrangés en 3 matchs, et que ça fonctionne très bien. Et rien que pour nous, on est très content de revoir Lausanne enfin à cette stabilité qu'il a cherchée. John Foust l'a répété combien de fois aux interviews tout le temps. Enfin, voilà, c'était assez impressionnant, mais à force de le répéter, c'est entré dans les têtes. Et oui, il y a des choix qui doivent être faits parmi les étrangers. Oui, il y a des choix qui ont été faits dans les lignes. Oui, il n'y a peut-être pas tout le monde encore qui peut encore en profiter et tout. J'ai trouvé la ligne, la deuxième avec Almond, Berchi et Damiaria encore un peu discrète. Mais tout le reste a vraiment mis la main à la pâte. Et parmi les choix de John Foust, pour l'instant, c'est Frolic qui en paye les pots cassés de l'arrivée d'un Paré qu'on pensait peut-être pas si fort. On a entendu beaucoup de mal de Paré, de se dire il est assez vieux, il est lent, il n'a plus le niveau et tout. Mais pour l'instant, Paré marque. Paré est Paré. Par rapport à Frolic, très bon jeu de mots, par rapport à Frolic, il faut savoir que Lausanne communique très peu sur les situations sanitaires de ses joueurs, que ce soit blessures, maladies, tout ça. Lors du derby contre Genève, ça avait été clairement dit qu'il était dans le protocole Covid. Ça n'a pas dit quand est-ce qu'il avait commencé à être dans le protocole Covid, quand est-ce qu'il terminait son protocole Covid. Mais là, sur les derniers matchs, il était annoncé comme surnuméraire. C'était le cas, Jérôme, que tu as commenté contre Berne. Mais est-ce qu'il est encore toujours dans ce protocole donc il est sorti du protocole Covid. Mais en même temps, Paris, il a fait un excellent match contre Genève. Donc tu vas pas sortir Paris pour Frolic, alors que tu as un joueur qui a bien joué contre un joueur qui était en protocole Covid, qui doit reprendre son rythme, qui doit reprendre ses marques. Peut-être que la semaine prochaine, si tout d'un coup il y a un des étrangers devant qui joue moins bien, ou si Gernat n'est pas remis du tir qu'il a pris hier, même s'il a fini le match, on verra Frolic sur la glace ou sur la feuille de match. Gernat, il n'avait déjà pas fini le match contre Berne vendredi. Le dernier tiers, Gernat n'était pas là. Ouais, mais Gernat, en ce moment, il est très fort. Gernat, on le voit beaucoup. Il y a aussi Canis qui était annoncé surnuméraire et on ne sait pas si c'est protocole Covid ou pas. Donc, il y a des questions aussi sur ces joueurs importants sur lesquels Lausanne doit bien sûr pouvoir compter pour les prochains matchs. Ça, c'est sûr. Après, il y a une bonne remarque de Fabien. Alors, je vais remonter juste avant, parce qu'il y a des commentaires qui défilent, donc c'est parfois compliqué. Le départ de Barberio a peut-être aussi stabilisé l'équipe et changé l'ambiance. Alors, le départ de Barberio remonte quand même à novembre, si je ne fais erreur. Donc, il y a quand même eu un mois et demi pendant lequel l'équipe n'était pas encore à 100%. C'est pour ça que je pense que cette pause forcée entre Noël et Nouvel An à cause du Covid a permis justement de mettre à plat les choses et peut-être plus facilement aussi de discuter entre les joueurs qu'à l'entraînement. Je trouve qu'on a aussi beaucoup tapé sur Barberio. Ce n'était pas le seul responsable des maux du Lausanne Hockey Club cette année. Oui,
enfin, il n'a pas tout fait juste, mais il n'a pas tout fait faux non plus, Barberio. Donc, à la fois, c'est un choix qui a été fait, peut-être le bon de la direction de le laisser partir en KHL et de s'ouvrir les possibilités de recruter quelqu'un d'autre. Mais comme nous le dit aussi Olivier, Frolic, c'est le meilleur point par match. Paris n'était pas super visible hier, semi-transparent pour reprendre ses mots. Emerton aussi. Donc, quand on a des choix de faire un tournus quand tout le monde est capable d'endosser le maillot, c'est là que ça devient intéressant pour l'entraîneur de pouvoir justement espérer, selon lui, aligner la meilleure équipe possible. C'est mieux que quand tu pars avec 2 étrangers comme Club Jurassien, qui a vraiment, lui, la malchance. On en parlera dans quelques minutes. Est-ce qu'on peut parler du commentaire de Fabrice par rapport à Almond Almond, bizarrement, joue à l'aile alors que c'est plutôt un centre et inversement pour Baumgartner. Je pense que c'est intéressant de s'y intéresser à ça. C'est vrai que c'est un choix fait par John Foust de mettre un joueur de centre à l'aile, alors qui joue avec... l'a dit tout à l'heure, j'ai un blanc sur le joueur de centre avec Almond Deria. Christophe Berthier. Qui est pas non plus un centre, donc c'est vrai que c'est étonnant d'avoir Almond à l'aile. Hein. Oui. Non mais j'avais un blanc, ça arrive de plus avoir le nom. Il a signé à Fribourg pour quelques années, je crois. Enfin... Allez-y, je me suis moqué de vous avant. Je me suis moqué de vous avant, donc allez-y, c'est bon, je prends. Donc, mais on avait vu que Max Orley avait essayé avec Almond à l'aile à l'époque où il était à Genève, où les deux étaient à Genève. C'est vrai que Cody Almond est un joueur de centre assez naturel, mais c'est pas non plus un joueur de centre qui est toujours très fiable dans ses tâches défensives, et le fait qu'il soit à l'aile, ça peut soulager ce côté-là. Parce que le repli défensif, le joueur de centre, c'est le premier qui doit se replier. Quand il y a un repli défensif, et parfois Cody Almond, il a tendance à oublier qu'il y a une deuxième ligne bleue derrière lui et qu'il faut aller protéger aussi son but. C'est pas le Cody Almond il y a quelques années aussi. C'est devenu un joueur forcément un peu différent aussi. Il a eu pas mal de blessures ces dernières années et ça doit affecter un petit peu son mental au niveau inconscient. Par contre, vendredi, il a son occasion, il la met au fond, contre Berne. Je veux dire, ça reste quelqu'un qui, devant le but, est très très fort. Contre Genève, il les a loupés les deux. Il voilà. en a eu 2, il était 2 fois en solo, il a tiré Est-ce sur que c'est la loi de la moyenne, par hasard? Copyright SR. C'est Stéphane Doranco. Lausanne, nous dit Ludovic, c'est comme Zurich, quand il leur manque des joueurs, ils sont meilleurs car le temps de jeu devient réparti entre les joueurs. C'est vrai qu'il y a beaucoup de monde, beaucoup d'ego, de joueurs à répartir dans les rôles et tout ça. Et puis que, je ne dis pas que les blessures aident John Foust, mais peut-être que les choix sont plus faciles à faire pour répartir en effet les équilibres. On peut être d'accord avec la remarque de Ludovic, non? Oui, et puis Olivier non, mais j'étais en train de lire le commentaire d'Olivier qui réagissait à ce que j'ai dit, en disant l'échange de position L-centre peut donner du volume, mais ne pas profiter des qualités naturelles des joueurs peut expliquer le manque de rendement comptable de l'équipe. Après, peut-être que John Foust a aussi vu que Christophe Berthier était meilleur que Cody Almond au centre dans les situations où il l'utilisait, où il mettait Berthier au centre, notamment sur les engagements. Depuis le début du championnat, John Foust, il cherche ses lignes. Oui. Énormément de brassage d'un match à l'autre. Mais il a moins changé ces derniers temps. Justement, est-ce qu'il a essayé jusqu'au mois de novembre toutes les possibilités entre des personnes au centre, des personnes à l'aile, je ne sais pas. Et puis tout à coup, là, il a peut-être trouvé la formule. Et puis, comme par magie, ça stabilise l'équipe, je ne sais pas. Mais c'est vrai qu'il y a eu beaucoup de brassage de lignes. C'est ce qu'on peut souhaiter à Lausanne, d'avoir enfin trouvé le bon remède et puis d'aller de l'avant maintenant, parce que ça va être compliqué d'aller chercher le top 6. Pas impossible, hein. D'ailleurs, il y a combien d'écart? Il y a 13 points sur Davos avec 2 matchs de moins. Ouais, et Davos, je peux vous dire qu'en ce moment, c'est plutôt... ça baisse fortement. Il y a moins de 0,3 points par match. Ouais, donc c'est pas impossible. C'est pas impossible. Hein. Genève et Lausanne auraient tort de croire que c'est pas fait. Et d'ailleurs, les joueurs vont clairement encore viser cet objectif d'aller chercher la 6e place. Hein. Le championnat est encore long. 15, 16 matchs, 17 matchs pour certains. Ça peut encore amener son lot de rebondissements. C'est ce qui va amener du piment à cette fin de saison aussi. Et Lausanne, maintenant, sur le train de 3 victoires, doit vraiment essayer de décoller, d'aller chercher encore des succès dans les prochains matchs. Ils tombent dans le derby lémanique demain. Pour
continuer le mano à mano avec le voisin. À Davos vendredi, tiens, c'est un adversaire complètement direct pour cette fameuse lutte pour la 6e place. Et Ajoie, encore pour terminer le week-end, la semaine est très, très, très intéressante là, pour le Lausanne. Oui, vraiment, vraiment, vraiment. Et puis pour revenir à ce qu'on disait par rapport au point par match, l'avantage de ce classement-là, c'est que quand vous perdez des points. Donc, par exemple, on en parlait pour Berne, qui a plus beaucoup... Non, mais vous avez compris ce que je veux dire. Oui. Je vous vois bien rigoler les deux, mais c'est que quand vous avez une défaite, vous êtes vraiment pénalisé. Oui, c'est ça. Que ce soit un adversaire direct ou non, c'est pas ah ben, c'est bon, j'ai des acquis et puis ça va rester comme ça. Non, Berne, ils ont que 3 points d'avance, tu le disais, Jérôme, par rapport à Ambry, mais avec 2 matchs en plus. Mais s'ils perdent ces deux matchs et puis qu'Ambry joue pas ces 2 matchs et puis qu'on reste comme ça, mais ils perdent 0,146 points par match. Oui, attends, tu vois. Pascal, moi je crois que la moyenne de points par match va servir à définir le classement la dernière journée. Je crois que les supporters regardent encore le classement par points et se disent tiens, on a tant de points de retard ou tant de points d'avance sur ses adversaires. Parce qu'en plein match, tu ne peux pas commencer à te dire tiens, si on gagne aujourd'hui, est-ce qu'on gagne 0,08 points de plus? Enfin, c'est tu le fais avant le match, ça. Non, mais ce que je veux dire, c'est que tu sais qu'avec les points par match, tu peux perdre des places et perdre des points. Comparativement à ton adversaire. Et d'autant plus, si toi tu joues et que ton adversaire joue pas. Donc, t'es pas protégé par ton nombre de points. C'est clair. Mais pour l'instant, ça joue à pas grand-chose et l'écart avec Davos est encore totalement remontable. Tout à fait. Tu parlais d'un derby du lac, on va rester au bord du Léman et puis on va aller au bout du lac pour parler de Genève. Avec des Genevois qui continuent sur leur traîne depuis le changement d'entraîneur en novembre. C'est un goal average de plus 11 sur la semaine écoulée, 13 buts marqués, 2 encaissés. Et si on regarde la moyenne de points par match, puisque c'est quelque chose qui est intéressant, avec Cadieux, c'est 2,23 points par match depuis le changement d'entraîneur, alors que Patémon était à 1 point par match. Finalement, messieurs, on est en droit de se demander par rapport aux Lions comme aux Aigles, si c'est pas Jean de La Fontaine qui était en train d'écrire leur fin de saison. J'aime bien ça, Pascal, et je suis entièrement d'accord. J'ai été gentil, je vous ai pas sorti Aesop. Qui est l'auteur original. Le livre et la tortue, tu dis, ou tu pensais à quelque chose? Aesop, qui est l'auteur original des fables que La Fontaine a ensuite reprises et traduites et adaptées en français. Bon, écoute, peu importe à quel moment tu te réveilles, l'important, c'est la manière aussi avec laquelle tu le fais. Et je crois que ça vaut pour Lausanne, mais ça vaut encore plus pour Genève, qui, en ce moment, vraiment est la grosse cylindrée que l'on pensait en début de saison. Oui, il y a eu ces départs, Omar qui n'est pas là et tout, mais on ne pensait pas que ça serait si catastrophique que ça et que Genève tomberait si bas. Alors, Genève fait ce qu'on attend de Genève en ce moment et le fait même avec la manière. Si Lausanne ne gagne pas encore ses matchs, on va dire, avec encore l'assurance d'être sûr de gagner le match, on va dire, dès la mi-match ou après 2 tiers, Genève, pour l'instant, c'est béton. C'est 4-1 contre Berne, 5-1 contre Langnau, 4-0 contre Davos. C'est clair, c'est net, c'est précis. Ils n'ont plus peur de personne. Ils ont retrouvé un effectif presque au complet. On attend encore capitaine Noirot qui pourrait revenir incessamment sous peu au jeu. Et ça fait 8 victoires sur les 9 derniers matchs. La seule défaite, c'était contre Lausanne pour le premier match de l'année 2022. Donc peut-être que là, il y avait aussi une question de rythme et puis que l'adversaire ne leur a pas convenu, parce que je crois qu'il ne leur convient pas trop cette année. Donc voilà. Et moi, ce que j'aimerais mettre en avant, hormis les très bonnes prestations de Tom Ernest, dont on va arrêter, je crois, de vanter les qualités, tellement c'est devenu, on va dire, attendu et tout ça. Gaëtan nous dit c'est le MVP de la saison. Voilà, c'est aussi simple que ça. Je crois qu'on peut le valider déjà aujourd'hui. Il est défenseur, il est responsable défensivement, il est en tête des pointeurs. Non, c'est hallucinant. Soyons sérieux. Winnick, un gros leader aussi, Vermine qui se réveille. Mais moi, ce que j'aimerais mettre en avant, c'est les gardiens. Ils n'ont quand même pas de chance à ce niveau-là. Des clous blessés, Charles, ça ne s'est pas bien passé. On signe Robert Mayer pour l'année prochaine, mais dans l'attente, on fait venir Zurkirchen, Niffler, Conorius et tout ça. Et les performances, alors oui, quand une équipe gagne et joue bien aussi, ça aide, mais Niffler, c'est 94% d'arrêt en 5 matchs et Conorius, hier, c'est 96,9. Donc, il y a tout qui rigole en ce moment dans la patinoire des Vernets.
Tu sais, je Didier, me demande si... qui est supporter genevois, qui dit des belles victoires, certes, mais il faut relativiser. Ambry, Langnau, Davos et Berne, 4 équipes en manque de confiance et certains sortant du Covid. Le vrai test Ouais, sera mais, demain. Bah ouais, mais ils les ont mais- gagnés. Ils les ont gagnés en 2021. C'est des matchs ils ont pas gagnés. Mais tu alors sais, moi, c'est je me demande si les problèmes des gardiens, ça n'a pas bonifié l'équipe. En se disant, OK, au but, on n'a pas notre numéro un. On doit donner plus. On doit essayer qu'il ait des tirs, entre guillemets, faciles à arrêter. Et puis nous, on doit aller marquer des buts parce qu'on va peut-être en prendre. Et j'ai l'impression que Genève a retrouvé cette efficacité offensive qu'ils avaient perdue depuis le début de la saison, et puis cette solidité défensive. Et puis là, comme tu l'as dit David avant, j'ai l'impression qu'on voit le Genève attendu sur la feuille de match. Quand on voit les noms qu'il y a sur la feuille de match à Genève, on s'attend à ce qu'ils jouent comme les 3 derniers matchs et qu'ils battent ces équipes-là. Et ces équipes, ils les ont battues. Donc je me demande si là, on ne voit pas le vrai Genève, en fait. Après, il y a un truc qui m'a bien plu contre Langnau, c'est qu'à un partout, il n'y a pas eu de panique de la part des Genevois. Ils ont tranquillement remis la pression, remis l'ouvrage sur le métier. Ils ont marqué le 2-1. Et puis même au début du deuxième tiers, avec 2-1, qui est pourtant pas un score sur lequel on peut gérer, ils ont commencé à gérer le match parce qu'ils savaient qu'en face, ils avaient le plan de jeu pour bloquer Olofsson, Grenier, Pessonen. Ouais, ils ont retrouvé la confiance. Voilà. Et puis, Voilà. comme tu le dis, certainement qu'ils se font aussi. Ça a été le cas contre Davos. J'ai pas trop. Tout le monde a salué le blanchissage de Niffler, son premier en National League, mais j'ai pas trouvé qu'il a eu beaucoup de tirs difficiles. Alors, c'est pas, je remets pas en cause son blanchissage, et il fallait Non. les arrêter à l'époque. Non, non. Mais effectivement, Là, il le garde. Mais... effectivement, les tirs plus faciles, ça me rappelle un petit peu Berne à une certaine époque où ils n'arrêtaient pas de boxer out l'adversaire et puis finalement, bah, que ce soit Burer, Giannini ou n'importe quel gardien dans les buts, bah, c'est facile quand il y a des tirs qui viennent avec un angle quasiment impossible de marquer ou qui viennent de très loin puis que c'est pas des tirs frappés parce qu'il n'y a pas la place de prendre un tir frappé. Donc effectivement, là-dedans, il y a quelque chose qui a changé au niveau du jeu défensif proposé par Yann Cadieux. Ouais, ça, c'est sûr, et que ça porte ses fruits assez rapidement, on peut quand même un peu dire surprenant parce que il faut des fois de ces transitions et puis l'équipe là, elle a vraiment retourné et montré ce pas en avant qu'elle peut faire. Elle monte dans la hiérarchie. Je crois qu'on commence à s'inquiéter. Bien sûr que les 4 victoires contre les clubs qui revenaient de protocole Covid ou en fond de classement, on aurait voulu signer des victoires contre Zug, Fribourg, Rapperswil et tout, mais peut-être qu'ils les battent dans les prochains jours et puis qu'on se dit que vraiment que l'équipe du moment est Genève. C'est ce que disait dans un commentaire là, que je trouve plus. C'est les vérités d'octobre sont pas forcément celles De janvier. de janvier, voire Oui, de je la l'ai vu suite de la passer, saison. c'est Donc, Fabien, voilà. voilà, c'est très, très juste. Hein. Finalement, il faut être au rendez-vous où? Il faut être au rendez-vous dans les places play-off ou pré-play-off, parce que là, ça, c'est la condition sine qua non pour continuer votre saison. Et ensuite, il faut être bon en fin de saison, parce que regardez ce qu'a fait Rapperswil, des pré-play-off en demi-finale. Je ne dis pas que Genève va le faire, parce qu'on est aussi un petit peu biaisé par les résultats du moment. Hein. C'est clair qu'on se dit en ce moment, ah, Genève, c'est incroyable. Et puis, Genève, Pertemernes, Legardia et Winnick pour la fin de saison, et c'est plus la même équipe. Enfin, voilà, je ne parle pas de malheur, je ne veux pas augurer ça aux Genevois, mais en ce moment, c'est vrai que c'est fun à voir et que le Genevois, je crois, ont avalé assez de couleuvres pour maintenant un petit peu quand même se satisfaire. Point négatif, c'est soulevé dans le chat, Pascal, l'affluence, quoi. Qu'est-ce qui se passe à Genève, quoi? Est-ce que le fait d'avoir le port du masque et de ne pas pouvoir boire et manger amène le Genevois à rester à la maison? Oui. Oui, tout à fait. Et c'est un peu la même chose à Lausanne où il y a aussi la consommation à la place, par contre, à Lausanne. Mais on voit que dans l'arc lémanique, c'est plus difficile de se déplacer parce qu'il y a ces restrictions-là. Et le fait que à Genève, c'est totalement interdit de manger en place. Hein. Pour vous donner un petit côté coulisses, quand on commente, on aime bien aussi avoir un petit peu à boire pour se réhydrater la bouche de temps en temps. On nous a dit de bien planquer nos bouteilles pour pas montrer qu'on avait à boire à nos places. Et de faire ça de manière très discrète. Et même avant le match, on va saluer Sébastien Tellet de Radio Like qui s'est pris une remarque d'une personne du Genève Servette parce qu'il avait posé sa bouteille sur la table alors qu'il n'y avait même pas 8 personnes dans les tribunes qui pouvaient le voir. Oui, non, mais soyons Voilà à quel point c'est tombé. Voilà. Mais c'est vrai.
C'est vrai. Robert Mayer acceptera-t-il d'être le numéro 2 la saison prochaine? Il a Je déjà été rejoins contre Jean-Philippe. Voilà. Pour Franchement, Robert s'il a Mayer, signé aussi, je crois qu'on lui a clairement expliqué les conditions et qu'il y aura un partage des matchs avec un peu plus pour Gauthier Desclous qui doit rester le numéro 1 sur lequel on mise et tout. Et Robert Mayer revient aussi à Genève parce qu'il s'y plaît, parce que sa femme et puis parce qu'il accepte les conditions. Moi, je crois que ça paraît assez clair. Sinon, on ne l'aurait pas signé. non, puis il a perdu sa place de numéro 1 à Genève contre Gauthier Desclous. Il avait parfaitement accepté le fait de perdre sa place de numéro 1 face à un jeune gardien qui était meilleur que lui au moment où ça s'est passé. Donc c'est un joueur qui a des défauts, mais là-dessus est assez intelligent pour comprendre que le poste de gardien, c'est un poste de concurrentiel, mais aussi où on se pousse à réussir pour pouvoir réussir des bonnes performances. Après, il y a Didier Krebs, Jérôme, qui dit le dossier de Marc Gauchy, numéro 1, c'est renouveler Henrik Temernes. Je crois que ça, tout le monde serait d'accord quand on est supporter genevois et tous les autres clubs se disent ah, tiens, si, ça ne se fait pas, alors qu'il a un contrat encore valable la saison prochaine. Tous les clubs veulent Temernes. Hein. Moi, je pense que tous les clubs veulent Temernes. Je pense que si Temernes est sur le marché, il va recevoir une offre des 13 clubs de National League. En tout cas, je ne vois pas comment ça pourrait être autrement. Bah, il sait absolument tout faire. Il sait tout faire. Il sait marquer, il sait passer, il sait relancer, il sait défendre sans le puck, il sait mettre une grosse charge quand il faut aller en mettre une, il sait se faire discret et calme quand il faut. Je veux dire, Temernes, il sait tout faire. C'est hallucinant. David, toi qui es agent de joueur, vu qu'il a un contrat jusqu'à la saison prochaine, est-ce que tu serais pas déjà en train de sonder le marché ou sonder le club dans lequel il est? Alors, si je suis son agent, bien sûr que je sonde le marché parce qu'on sait que les clubs ont quasiment 2 ans d'avance pour signer des contrats. On ne connaît juste pas la nature de ce qui est signé et c'est révélé au dernier moment parce qu'on choisit bien sûr le bon moment. C'est devenu maintenant de la communication, on maîtrise ça. Mais moi, je pense que Temernes se plaît tellement à Genève que s'il veut son augmentation, s'il veut ça, on va lui donner. Je veux dire, on compensera par rééquilibrage de l'effectif différent. Mais si on est Genève, on doit vraiment tout faire pour garder Temernes. Je ne dis pas qu'on doit se mettre à genoux et tout ça, mais c'est un Henrik Temernes, Henrik Temernes en ce moment, depuis de longs mois. Disons que ça serait vraiment dommage que Genève perde Temernes pour une question financière. Après, si Temernes veut changer d'air, veut aller dans un autre club, bon, ben ça, ma foi, voilà. Mais si on apprend que Temernes ne re-signe pas à Genève pour une question d'argent, je trouverais ça vraiment dommage. Jérôme, il y a Fabien qui te demande si Temernes sait aussi conduire la Zamboni. Alors vu ça, que tu dis je ne qu'il sait sais tout pas, faire. mais je peux me renseigner. Hein. Je peux me renseigner. Tu prends ton plus beau Suédois et tu lui poses la question au prochain match que tu commandes de Genève. Ouais, donc mon Suédois, quoi. Smirnovs, bien en vue, il cherche un contrat, donc peut-être il retrouve un peu plus de confiance aussi avec les bons résultats et tout. Moy, un peu discret, courant alternatif, mais c'est un peu le Moy qu'on connaît depuis qu'il est arrivé en Suisse. Oui, c'est le Moy, c'est le Moy habituel, à part son début de quand il est arrivé à Lausanne où il a été performant sur la demi-saison qu'il a joué. Il a à chaque fois fait des séries de points et des séries sans points. Voilà pour Genève. Ça va bien, ça rigole. Et... Je peux vous dire que dans le chat, ça discute beaucoup ces histoires de public et ça s'envoie des pics entre supporters en fonction des patinoires. Mais ça, c'est normal. Pour l'instant, c'est de bonne guerre et ça reste poli, donc continuez comme ça. C'est sympa aussi, ce genre de discussion. Donc ça reste pour toi, donc voilà. En parlant de continuer, qu'est-ce qu'on fait? On va vers le dernier club roman? On part en nageois? Bah... Oui. Ah, peut-être dernière question d'Elodie. Merci. Pourquoi surnuméraire selon vous? Ça peut être intéressant. Parce qu'il revient d'une très très longue blessure et puis que la défense a aussi trouvé son équilibre et puis qu'il faut refaire sa place aussi pour Mercier. C'est pas tout simple. Hein. Il revient aussi dans le moment où l'équipe commence à prendre forme et puis avoir des résultats. Donc je pense que Cadieux lui dit aussi qu'il est peut-être pas loin d'avoir sa place, mais on lui fait comprendre que tout n'est pas si facile que ça. Je pense que c'est une bonne réponse et peut-être qu'Elodie sera satisfaite de ta réponse, David. Au pire. Ouais, on part à Port-Entruy. On part à Port-Entruy.
avec Ajoie qui avait plus joué depuis le 23 décembre, défaite 6-1 à la maison contre Zurich pour son retour au jeu. HCA qui a fait un bon premier tiers. Ils perdaient 1-0 après 20 minutes sur un exploit de Malguin qui allait récupérer un puck le long de la bande entre 3 Jurassiens. Il a accéléré, il s'est présenté devant le gardien d'Ajoie, il lui a mis le puck en dessus de l'épaule, ça fait 1-0. Et puis là, on se dit, ouais, Ajoie, ils sont quand même pas mal dans le match. Et puis il y a ce début de deuxième tiers complètement catastrophique, quoi. Ils encaissent 4 buts en 5 minutes 40. Ça passe de 0-1 à 0-5 en 7 minutes. Et puis le match, il est terminé. Et puis ensuite, Zurich joue le lendemain contre Zug. Donc Zurich a arrêté de vraiment mettre la pression. Et puis surtout, Zurich a confisqué le puck à Ajoie. Il patinait même pour essayer de ne pas avoir de dégagement interdit, Zurich. C'est-à-dire que quand Ajoie dégageait, il faisait l'effort pour aller chercher le puck, pour continuer de mettre du rythme et puis que le match ne soit pas haché. Après, Ajoie a fait son match. Ça n'a pas été le meilleur Ajoie de la saison. Ça n'a pas été le Ajoie le plus mauvais. Il y a eu ces 5-6 minutes complètement à côté où Ajoie n'a pas bien joué, où Zurich a mis la pression. Et puis voilà, Zurich, ils avaient qu'un seul absent. Il n'y avait qu'un seul absent à Zurich, c'était Marty. Donc imaginez la différence avec un Ajoie qui joue qu'avec deux étrangers, parce que Fortier, Asselin et Wenström n'étaient pas là. Il y avait encore Rohrbach qui n'était pas là. Donc voilà, c'était juste mais pas possible. Toi, Jérôme, à la fin du match, tu as commenté, tu te dis quoi de la performance d'Ajoie? Parce qu'au final, c'est 5-1. Si tu n'as pas vu le match, tu te dis, voilà, le résultat logique, parce qu'il y a une grosse cylindrée et puis il y a la lanterne rouge si et tout ça. Mais... Tu vas me dire, c'est un petit peu bête, mais si tu enlèves les 6 minutes où ils ne sont pas là, et puis ils en prennent 4, ils font un bon match. Honnêtement, ils font un bon match. Il n'y a pas énormément d'erreurs, il n'y a rien du tout. C'est juste que si tu arrêtes de jouer ou si tu ne joues pas 5-6 minutes contre Zurich, tu en prends 4. Alors que si tu fais les mêmes 5-6 minutes de blackout contre Langnau ou Ambry, tu n'en prends pas forcément 4. C'est ça, j'ai envie de dire, la différence, quoi. Ajoie a loupé que 5 minutes. Ils ont eu déjà des ratés plus conséquents aussi. Ouais, 5 minutes, c'est trop, en fait, finalement, contre Zurich. Après, ils ont joué très défensif. Ils ont joué en contre-attaque. Mais la tactique, elle est juste. Tu te regroupes en défense, tu essayes de contenir Zurich le long des bandes. Et dès que tu récupères, tu regardes à gauche, tu regardes à droite. Et puis, tu essayes de partir en contre-attaque le plus vite possible. Il y a 3-4 bonnes occasions d'Ajoie. D'ailleurs, Ajoie qui marque par le Duc en contre-attaque sur le premier assist de Knell Wolf, qui a fait ses débuts avec Ajoie. Il y a aussi Barthollet, qui a joué son premier match avec Ajoie. Là, l'échange avec Ness. C'était pas du grand Ajoie, mais c'est pas le Ajoie le plus faible qu'on ait vu de la saison, quoi. En plus, ils étaient en retour. Depuis le 23 décembre, ils n'avaient plus joué. Imaginez un petit peu le nombre de jours que ça fait. Ça faisait, non? En plus, avec tous les absents qui jouent, je veux dire, vous jouez avec 2 étrangers contre Zurich, qu'on a 5, plus la pléiade des joueurs suisses comme Andrighetto et Malguin. Donc la différence, elle est énorme. Mais quelle que soit la différence, Vas-y, David. Non, mais moi, je veux dire que Pascal, qu'est-ce qui fait la différence? Qu'est-ce qui fait la différence? C'est l'expérience encore. Je crois qu'Ajoie a fait peut-être qu'un match plein de 60 minutes cette année, c'est quand ils avaient gagné 4-0 contre Ambry. Il y a forcément encore un petit peu des trous d'air, des fois ce que je disais plus conséquents que d'autres, et puis qui se payent cash. L'inexpérience, voilà, il y a encore trop de jeunesse dans cette équipe et tout. La marge de progression de la Swiss League et la National League était pas vraiment trop. On se le voit quand elle est sur une promotion comme ça tardive et puis qu'on court après les joueurs qu'on n'arrive pas à faire venir en Ajoie pour renforcer l'équipe quand elle en a besoin à la suite des blessés et tout ça. Et ces arrivées de Knell Wolf et de Barthollet sont assez un bon signe finalement qu'on puisse aussi discuter avec Cloton. Je crois que Cloton n'a pas facilité la tâche non plus d'Ajoie quand il y a eu la promotion, un peu vexé peut-être les Zurichois et ils avaient fermé les portes pour faire venir des joueurs justement comme Ramon Knell Wolf. Jérôme, tu me diras si je me trompe, qu'on a quand même beaucoup vu dans ce match, qui a essayé des choses et pour son premier match en National League, il a montré que ce qu'on dit de lui, ce mini Marco Lehmann, il peut en assumer de par son gabarit, mais de par aussi les qualités qu'il a à mettre en avant. Je crois qu'on a perdu Jérôme. Voilà. Pour revenir sur ça, ça a coupé. Je reviens maintenant. Pour ce que tu disais par rapport aux performances, je pense qu'il y a aussi le contre-coup de ces maintenant 12 défaites consécutives qui commencent à peser sur les épaules des Ajoulots. Il faut gagner. Parce que il va falloir qu'ils gagnent un match assez rapidement pour retrouver un petit peu de confiance. Parce que
Quand moi je les ai commentés contre Zurich le 29 octobre, match qu'ils ont gagné, ils avaient aussi que 2 étrangers sur la glace, ils ont aussi connu des trous d'air, et Zurich est aussi venu avec son armada offensive, en plus il y avait Christian Marty ce jour-là. Ils avaient profité d'une erreur de Noah Meyer, le jeune défenseur, pour pouvoir égaliser, et ensuite Noah Meyer n'avait plus joué du match, c'était Enzo Gebe qui était revenu comme 6e défenseur. Mais là, ils avaient trouvé des ressources pour battre Zurich. Ils avaient trouvé des ressources pour battre d'autres équipes durant le championnat. Mais depuis qu'ils ont commencé cette série négative, à chaque match, j'ai l'impression que le petit moment, le petit blackout qu'ils peuvent avoir, il est rédhibitoire. Pascal, tu sais, j'ai parlé quand même pas mal de joueurs du club jurassien et ils me disent, hormis la victoire nette contre Ambry, tous les autres matchs que l'on a gagnés tiennent du miracle. Oui. C'est les mots des joueurs. Oui. Ouais, c'est vrai que... c'est ça. Moi, j'ai commenté le match à Zouk quand ils gagnent aux prolongations. Oui, c'est un miracle. J'ai aussi, quand ils gagnent contre Davos, aussi à Port-Rentruy. Je veux dire, Davos, ils ont Zurich, 4, la 5... patinoire, elle penche méchamment. Parce que dans le dernier tir, je crois que Zurich Non, mais a c'est fait hallucinant, quoi. attaquer. Donc Oui, voilà. non, mais Donc ils ont besoin d'un succès, quel qu'il soit. La dernière victoire, c'est le 19 novembre. Ça fait trop longtemps. Ils se rapprochent du record négatif de 15 Ouais, puis ils n'ont pas une défaites. semaine facile. Hein. Voilà, que le Lugano lâcher avait en 95-96. Et en effet, la semaine n'est pas plus facile pour recommencer un petit peu à jouer au hockey. Non, il y a Lugano, il y a Zoug et il y a Lausanne cette semaine. Ça Alors, va pas être évident. Hein. Il y a Fabien qui nous demande, mais même s'ils perdent encore tout, qu'est-ce que ça peut faire? C'est la saison prochaine qu'ils doivent gagner, ils sont là où on les attendait. Oui, ils sont là où on les attendait, mais c'est pour le moral. Et au bout d'un moment, même s'ils perdent tous les matchs jusqu'à la fin de la saison et que ça n'a aucune conséquence sur le classement et sur leur avenir, c'est leur morale à eux. Ça va être difficile de revenir, d'aller se préparer pour la saison suivante et de se dire que ça va être la même chose. Et ça va être difficile aussi d'attirer des joueurs. On nous dit qu'il y a des joueurs qu'on sait signer, mais on ne nous les annonce pas. Donc on sait pas quels sont ces joueurs qui pourraient venir. Ça, c'est aussi pour ça que c'est important de montrer quelque chose sur la glace, une réaction, pour pouvoir avoir une fin de saison beaucoup plus sereine, j'ai envie de dire, que de devoir se dire « Ah, il faut encore que j'aille à la patinoire aujourd'hui. » Puis quand on est dans une série positive, Pascal, il y a tout qui rigole. Et en joueur, on est de bonne humeur, on se taquine. Les entraînements, c'est plus facile. Quand tu perds et tu perds et tu perds, tu commences à chercher des solutions et peut-être des détails. Dis, ah bah lui, il a joué 3 secondes de plus que moi en powerplay alors que c'est moi qui dois jouer. Ah bah lui, il a été aligné. Et puis tu commences à avoir des petites rivalités entre coéquipiers, ce qui n'aide pas non plus, mais ce qui est naturel, c'est le caractère humain qui veut ça aussi. Et finalement, bah, tu t'embourbes un petit peu dans la situation. C'est pour ça que Ajoie a besoin d'un succès rapidement. Cherche compagnon de victoire rapidement. C'est une petite annonce qu'on pourrait mettre dans les journaux pour le HC Ajoie à qui l'on souhaite de gagner parce que c'est pas facile. Je veux dire, tout ce qui leur arrive. Je veux dire, en plus d'être néo-promus, ils ont une malchance crasse cette année, quoi. C'est terrible. Et puis on discute beaucoup de tout ça. Donc voilà. Donc Ajoie, c'est le petit club sympathique que tout le monde a aimé parce qu'il a gagné la Coupe de Suisse et puis qu'il a cette superbe épopée en Swiss League. Ben, maintenant, National League, il faut aussi montrer que le caractère du Jurassien, qui est battant, qui est un guerrier, est encore là pour aller gagner ce prochain match ou l'un de ces prochains matchs. Pour aller au bout de ma réflexion sur l'histoire de gagner par rapport au vestiaire et par rapport à la saison prochaine, aller chercher les joueurs parlent entre eux. Un joueur qui est en contact avec Ajoie, s'il connaît, je sais pas, Thibaut Frossard par exemple, il va l'appeler puis il verra ça se passe comment avec tel et tel joueur qui sont encore là la saison prochaine. Parce que moi, si c'est des joueurs qui ont tel caractère, je vais pas venir. Et c'est ça. Voilà, c'est aussi pour ça que c'est important de gagner des matchs, même s'il n'y a pas d'enjeu au final sur la saison, s'il n'y a plus d'enjeu sur la saison. Est-ce qu'on fait un petit tour dans le chat, David? Bien sûr, alors, qu'est-ce qu'on nous dit? Il y a beaucoup de choses. Hein. La vouivre, elle est comme l'ours, un peu lente. Tiens, Christine a le sens de la comparaison entre Berne et Jura. Ça va pas. Ouais, ça va pas aider les problématiques entre bélier et sanglier et tout ça. Non, ni entre ultra, parce que ça a beaucoup fait discuter. Il y a eu des sanctions qui sont tombées contre des supporters jurassiens. Là, ça fait cher la bière pour certains. Donc là, c'est aussi un gros thème de discussion à Port-Rentruy en ce moment. Ajoie a un budget trop faible pour pouvoir régater avec les autres. Pour que cette équipe soit comme Ambry, il faut absolument faire un système de draft avec les juniors élites. Autrement, aucune chance sur le moyen terme. Ajoie peut faire mieux, mais je ne les vois pas progresser dans les années à venir. Si c'est Fabrice qui nous le dit, donc dans les années à venir, ça veut dire que tu les vois quand même rester sur le long terme en National League.
Frossard ne va pas rester en Ajoie, Auwert ne va pas rester non plus. Auwert se pose des questions, c'est vrai, de savoir s'il va remplir. Voilà. Donc, il a aussi pu goûter à une saison National League. Et je crois qu'il est assez expérimenté et lucide sur sa situation pour décider lui-même s'il doit rester ou pas. Après, peut-être qu'on va le convaincre de rester, bien évidemment. Ça serait bien, oui. Le moral tombe sur les chaussettes, nous dit Christine, c'est ce qu'on disait un petit peu avant. Et Ajoie doit surtout trouver un gros sponsor. Ils en ont trouvé quand même pas mal, Fabrice, des gros sponsors entre un budget. Ils sponsorisent même Stéphane. Qui plaît, donc voilà. Et je peux vous dire que Stéphane a même reçu un petit cadeau d'un sponsor coloré. Il l'a dévoilé. Hein. Tu n'as pas écouté le dernier studio. Il a promis que le prochain match studio d'Ajoie, il mettrait sa belle cravate. Rose. Alors voilà. Il y a Fabien qui nous dit est-ce que la saison d'Ajoie, ça ne montre pas tout simplement que le gap entre la Ligue A et la Ligue B, donc entre la National League et la Swiss League, est trop énorme et qu'augmenter le nombre d'équipes va tirer le niveau vers le bas? Ça revient un petit peu sur la discussion qu'on a eue la semaine passée avec Jonathan et Stéphane. Oui, mais c'est pour ça aussi qu'on veut augmenter le nombre d'étrangers. Parce que Ajoie n'avait jamais vraiment planifié de vraiment monter. Donc, ils n'avaient pas l'effectif pour la National League. Je trouve que Holton et Cloton, cette année, ont bâti quelque chose quand même de plus solide pour espérer monter. Mais oui, forcément, quand ces équipes arrivent et qu'il n'y a pas de relégués, ça tire le niveau vers le bas parce que c'est des équipes qui, rien qu'avec le budget et les contrats qu'ils ont à proposer aux joueurs, n'arrivent pas à les attirer. C'est ça. Et puis, ce qu'il faut surtout dire, c'est que normalement, quand il y avait le barrage entre le dernier de Liga et le premier de Ligue B, si le premier de Ligue B montait en Liga, il allait prendre des joueurs, il se servait dans l'équipe qui venait de battre 5-6 joueurs. Là, à Ajoie, ils ont battu Cloton, ils sont montés, il n'y avait personne, puisque personne ne retombe. Donc, tu ne peux pas prendre des joueurs de National League, quoi. C'est ça qui est compliqué. Il y a Fabien qui me pose une question un peu sur laquelle c'est difficile de répondre. Est-ce que Cloton aurait fait mieux s'ils étaient montés? Et je n'ai pas envie de décevoir les supporters jurassiens, mais j'ai envie de dire oui, parce qu'ils avaient quand même beaucoup plus de joueurs qui avaient déjà connu la National League. Et rien que ça peut faire la différence. Alors, je ne dis pas que Cloton ne serait pas lanterne rouge à l'heure actuelle s'il avait été promu à la place de Ajoie. Mais ils auraient eu des ajouts lots dans l'effectif, non? Ils auraient eu des ajouts lots dans l'effectif, non? Oui, aussi. Peut-être qu'Ajoie n'aurait peut-être pas voulu non plus, tu vois, de laisser partir. Bref, ils auraient en tout cas eu les 2 étrangers, apparemment. Ça en fait une différence. Mais j'avais entendu aussi un certain Thibaut F qui avait été contacté. C'est ça. Voilà, ça change déjà pas mal, hein. Donc voilà. Ajoie a déjà fait plus de points que Bâle en 2008, nous dit Georges-Henri Tercier. Donc voilà. Mais le plus dur reste à venir, hein, parce que si tu ne gagnes pas, la fin de saison peut être un long chemin de croix pour la formation de Gary Sheehan, je trouve. Il se posera après la question de garder ou pas Gary à la tête du HC Ajoie suivant la fin de saison. Ça a aussi beaucoup discuté et je trouve que cette discussion, elle est un peu malsaine parce que je pense que oui, il y a des discussions et je crois que c'est même Vincent Leschen qui le disait à Régis dans un Skype qu'on vous a proposé il y a quelques jours que lui-même se pose les questions, est-ce qu'il est peut-être pas mieux comme directeur sportif plutôt qu'assistant, parce que c'est plus facile de trouver un assistant à Gary et tout, et puis qu'on a mis Gary aussi dans le lot, parce que forcément, quand on perd, on se dit, est-ce que Gary pourrait venir comme directeur sportif, garder Vincent comme assistant, puis trouver un nouvel entraîneur? C'est beaucoup de discussions qui, à mon avis, ont lieu en coulisses, ça c'est clair. Mais c'est normal, quand ça ne va pas, tu te poses beaucoup de questions, et tu cherches toutes les possibilités, et tu essayes de t'améliorer dans tous les secteurs où tu peux. C'est humain, c'est normal, hein. Je ne pense pas que c'est Gary et Vincent qui sont fautifs de la situation actuelle du HC Ajoie. Donc, c'est comme le discours qu'on a eu pour Langnau. Pour moi, ça ne sert à rien de changer de coach cette année. Gary doit vivre son expérience jusqu'au bout avec le HC Ajoie cette année. On prend l'été, on réfléchit, on trouve des solutions, on augmente le staff et on améliore l'équipe. Voilà ce qui attend quand même un petit peu le HC Ajoie. C'est quand même conséquent, hein, tout ça. Et puis, comme on l'a dit avec Langnau, c'est trop tard pour changer d'entraîneur aussi. Parce que qu'est-ce que ferait Ajoie s'il change d'entraîneur maintenant? Il a 14 points de retard sur Langnau. Il faudrait un médecin, un physio, je sais pas. Et pourtant, il y a du monde pour que les blessures arrêtent de tomber. Mais ça, malheureusement, c'est aussi de la malchance. La blessure de Wenström, c'est une fracture du nez. La blessure d'Azon, c'est une chute malheureuse sur une charge correcte de Tchervenka. Fortier se prend le puck de Devos sur la face. C'est malheureusement la malchance. Voilà. Et je pense qu'on va en rester là pour le HCA, messieurs.
Bien sûr, avec plaisir, on passe au joueur du week-end. Le joueur du week-end qui est dans l'équipe qui carbure en ce moment, et il est genevois, Joël Vermine, qui semble enfin avoir laissé sa poisse légendaire du début de saison de côté pour enfin performer. Joël Vermine qui a marqué 3 buts lors des 2 derniers matchs et qui soigne un petit peu ses statistiques. Alors oui, il ne va peut-être pas faire le chiffre de la saison dernière avec ses 35 points, mais il sera dans ses standards. Il est actuellement à 17 points. Il va être dans les 25-30 points, on va dire ce qu'on attend de lui finalement. On a l'impression enfin que Vermine a mis un petit peu de côté son transfert, son retour à Berne, qu'il a digéré tout ça. Il a été pris un petit peu en grippe par les supporters et tout ça, parce que forcément, quand on annonce un transfert tôt dans la saison, eh bien, on attend de voir le joueur performer sous le maillot qu'il porte actuellement. Ce n'était pas le cas, ce n'était pas facile et tout. On a l'impression que maintenant, Vermine semble un petit peu parti sur de bonnes bases. Donc, joueur de week-end pour nous. Ouais, quand Vermine va bien, Genève va bien. C'est le meilleur buteur suisse de Genève, avec ses 12 buts. Et puis, c'est le deuxième compteur suisse aussi derrière Joris. Et puis, il est un petit peu comme Noah Rode, Vermine. Noah Rode, on le sait, Genève, avec Noah Rode ou sans Noah Rode, c'est pas le même Genève. Et bien, Genève, quand Vermine tourne, c'est pas le même Genève que quand Vermine est... Je veux dire aux abonnés absents, c'est sévère. Mais c'est vrai que quand Vermine fait du Vermine, Genève a un autre visage. Faut être franc. Ouais. Puis ça donne des possibilités pour appuyer tes lignes 2, 3 qui sont différentes que comment tu t'alignes par rapport aux choix qui ont été faits ces dernières semaines et tout ça. Donc, c'est vraiment de la profondeur, de la qualité, hein, parce que Vermine, on n'enlève pas que c'est un joueur talentueux et tout, mais simplement, il a besoin de marquer, de faire des points, parce que ça trotte dans la tête des joueurs, tout ça. Et puis là, il a été récompensé et je trouve que c'est bien pour lui parce que ce n'est pas le joueur qui baisse les bras. Vous savez, ce n'est pas le genre de la maison. Et puis il y en a des qui ont plus de malchance que d'autres. Il y en a des qui pourraient tirer les yeux fermés. Et je crois que c'était un peu le cas d'Olofsson en début de saison. Je crois qu'il tirait de n'importe où. Il trouvait le moyen de faire des points. Vermine, il a un peu plus travaillé que les autres. Et puis voilà, c'est un bon week-end pour lui et il faut confirmer maintenant. Alors, avant de répondre aux 2 questions de Fabrice, je vais apporter aussi ma pierre à l'édifice par rapport à Vermine. Tu parlais de récompenser. Cadieux l'a récompensé puisqu'il l'a mis sur la première unité de powerplay avec Winnick, avec Joris contre Langnau. Non, Joris n'a pas joué contre Langnau. Avec les étrangers, pardon, avec Filppula, Winnick, Vatanen et Temernes avec les étrangers, alors que c'est Smirnov qui avait commencé sur la première unité de powerplay, justement parce qu'il avait marqué le premier but en powerplay, parce qu'il avait marqué un doublé dans le premier tiers, et qu'il avait apporté une énergie positive sur le match contre Langnau. Et d'ailleurs, ça s'est revu le lendemain contre Berne. Il était de nouveau aligné avec les 4 étrangers sur la première unité de powerplay. Les 2 questions de Fabrice qui vont de pair. Est-ce que Vermine ira au JO et est-ce que surtout le retour de Tanner Richard a aidé Vermine à mieux faire depuis novembre? Alors, est-ce que Vermine ira au JO? Réponse demain à 15h. On vous fera du teasing parce qu'on va faire un overtime spécial. Je crois que Pascal vous le rappellera en fin d'émission, mais Patrick Fischer a appelé les joueurs qui iront au JO, qui ont été sélectionnés ce week-end, et la liste définitive sera communiquée demain aux alentours de 15h. Donc, restez bien accrochés à votre Facebook parce qu'il y a une alerte qu'on sera en direct à ces heures-là pour vous commenter cette sélection. Et est-ce que le retour de Tanner Richard a aidé Vermine à mieux faire? La réponse est oui, parce que Tanner Richard gagne énormément d'engagement et Tanner Richard parle toujours autant, mais Tanner Richard est le bon Tanner Richard parce que chacune de ses petites escarmouches avec l'adversaire, il finit en rigolant. Ça, c'est le Tanner Richard qui est de bonne humeur et qui va bien. Parce que normalement, il rentre au banc et il claque encore la porte, il tape la canne et tout. Tandis que là, il arrive encore presque à rajouter le dernier pic qui se moque de l'adversaire et il gagne le duel verbal aussi, on va dire, dans lequel il est très fort aussi, forcément. Mais c'est un bon Tanner Richard qui est revenu au jeu. Voilà, je crois qu'il a eu peur pour complètement compléter ce que je dis, sa blessure qui a été quand même très très grave et le fait de pouvoir rejouer et tout ça, ça lui apporte que du bonheur en ce moment à Tanner Richard. Ouais, aller revoir le reportage que nos collègues alémaniques lui avaient consacré, qu'on a sous-titré en français, c'est Inside Tanner, le reportage. À la base, on parlait de Vermine, on finit sur Tanner Richard. Il reste plus que... Parce qu'il l'aide à faire des points aussi. Exactement. Et puis donc, tu as déjà un peu teasé qu'on allait passer sur le programme. Et le voici le programme de la semaine. C'est une semaine chargée en National League. D'ailleurs, on n'a pas pu tout mettre sur ce tableau.
puisqu'il y aura des matchs quasiment tous les jours, sauf jeudi sur les patinoires helvétiques. L'intégralité des rencontres est bien évidemment à suivre sur nos canaux disponibles avec MySports Pro. Le programme détaillé sera disponible sur Facebook, Twitter, Instagram chaque jour de match. On commence ce soir, on l'a déjà dit je crois, avec Rapperswil Langnau sur MySports 2. Demain, journée complète, mais pas de studio, attention. Ce sera sur MySports Pro, la National League. Mercredi, la Swiss League qui fait son retour après plusieurs matchs reportés depuis le début de l'année. Ce sera Turgovie-Cloton avec un certain David Pietronigro au commentaire à 19h40 sur MySports One. Il y aura également Genève-Fribourg avec Régis et Stéphane au commentaire. Ce sera sur une des chaînes pro. Vendredi, le studio, ce sera Berne-Fribourg. Samedi, ce sera Genève-Bienne. Dimanche, il y aura Lausanne-Ajoie en diffusion de National League. On va encore ajouter dans le programme chargé de la semaine que jeudi, vous aurez du stream avec Overtime NHL avec Jonathan qui vous retrouve sur les coups de 17h30 sur Facebook également. 17h, nouvel horaire. Pardon, 17h, oui, parce qu'il y a la e-National League le soir et que c'est le même studio de stream. Ce sera sur Twitch, la e-National League, avec les 2 premiers matchs de Ajoie en virtuel. J'ai oublié de noter leur adversaire, je crois que c'est Zoug. Avec Alex. Vous pouvez vous abonner à notre nouvelle chaîne Twitch. On n'a pas beaucoup de membres, on attend du soutien maintenant. Et puis il y aura également de la NHL ce week-end. J'aurai le plaisir normalement de vous retrouver avec Danny Gelina pour parler de match entre Pittsburgh et Winnipeg dimanche soir à 19h. C'est une belle affiche, ouais. Et puis, je crois que David, tu l'as déjà dit, mais on va le rappeler, il y aura Overtime spécial sélection suisse aux Jeux Olympiques de Pékin, pour les Jeux Olympiques de Pékin, demain sur le coup des 15h sur notre page Facebook. Soyez au rendez-vous. Alors, il y aura ni David, ni Jérôme, ni moi, mais il y aura du monde pour vous parler de tout ça. On a encore du beau monde en stock et je crois que tous les gens qui étaient déçus, un petit peu frustrés de ces annulations de matchs en début d'année, bah là, vous prenez la tartine et vous étalez le hockey sur glace sur toute la semaine. Ça va être pas mal. Hein. Enfin, nous, on est au taquet. On a nos programmes, nos beaux voyages qui sont prévus et on va vous amener des émotions chez vous. Voilà, il ne reste plus qu'une chose, enfin 2 choses. Remercier Jérôme d'avoir été avec nous. Merci à vous. Bon après-midi. Merci à vous aussi dans le chat. Il y a eu de très nombreux commentaires. On vous remercie bien évidemment. Comme d'habitude, on n'a pas pu répondre à tout le monde, mais on apprécie de vous voir discuter avec nous et entre vous dans les commentaires. Vous pourrez retrouver ce podcast en rediffusion dans quelques instants sur Facebook et dans l'après-midi sur YouTube en vidéo et en audio sur Spotify, SoundCloud et Apple Podcast. N'oubliez pas de vous abonner et de nous suivre sur ces différentes plateformes ainsi que sur Twitter et Instagram pour ne rien manquer des actualités de MySports et du hockey sur glace. Et si cet épisode vous a plu, vous pouvez bien évidemment le partager et laisser un pouce vers le haut. Excellente soirée, excellente semaine à tous. À lundi prochain pour Overtime. Bye bye. Ciao.